merci aux invités et bienvenue au Rendez-vous économique. Les Rendez-vous économiques, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Et nous sommes aujourd'hui à l'imprimerie Goubeau, à La Chapelle-sur-Erdre, et l'émission est réalisée sur le thème Valeurs et culture d'entreprise, quel levier de performance. Mais d'abord, avant ça, on va faire un petit bref rappel des rendez-vous économiques, parce qu'il y a des nouveaux venus parmi vous, des invités qui découvrent les rendez-vous économiques. Donc tout d'abord, bienvenue. Je vous remercie d'être venus découvrir ce nouveau concept. Et avant de démarrer l'émission, un petit rappel des règles d'usage. Donc je vais vous demander de ne pas filmer, de ne pas fumer, de ne pas vapoter. Vous pouvez encore mâchouiller si vous voulez. Mais vous pouvez aussi prendre des photos et puis de ne pas parler trop fort pendant les interviews. Est-ce que vous avez pensé à vos cartes de visite? Il y a une table là-bas où vous allez pouvoir mettre vos cartes de visite. Et puis vous pensez aussi à les reprendre à la fin de l'émission. Alors à venir dans cette émission, il y a plein de choses. Il va y avoir une dizaine d'interviews dans les conditions d'un direct. Alors j'insiste bien sur les conditions d'un direct. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va parler 5 minutes ensemble à chaque interview. Il y a des caméras qui tournent, il y a du public qui regarde, mais il n'y a pas de diffusion sur un YouTube Live. Pas de YouTube Live, pas de Facebook Live, pas de live du tout d'ailleurs, hein. On est entre nous. Il va y avoir aussi une punch minute de 60 secondes. Donc là, la punch minute de 60 secondes, eh bien, si l'émission est là pour vous rendre inspirant, la punch minute, ça va être à vous de nous rendre inspirants. Vous allez avoir 60 secondes pour pouvoir raconter quelque chose de positif qui vous est arrivé dans votre vie. Pas forcément vie professionnelle, hein. Ça peut être la vie active, ça peut être la vie privée, ça peut être, ce matin je suis arrivé, j'ai fait plein de brioches, je me suis dit je vais en faire des petits morceaux et je vais les faire découvrir aux gens qui sont là. Voilà, ça peut être plein de choses pour pouvoir être inspirant. Alors, les rendez-vous économiques, c'est une émission qui est entièrement produite par ses adhérents. Ce sont les adhérents qui font vivre les rendez-vous économiques. C'est également des vidéos, de nombreuses vidéos qu'on va pouvoir retrouver sur nos médias. Les médias comme la chaîne YouTube, les rendez-vous économiques.tv et puis la web TV qui s'appelle aussi À toi Pascal. Les rendez-vous économiques.tv. Bon, c'est... Ouais, excuse-moi. Bon, on essaie d'avoir un petit numéro, il faut encore qu'on répète un peu. C'est moi, j'ai été trop rapide. Alors, je vais en profiter pour vous présenter l'équipe, parce que les rendez-vous économiques, c'est toute une équipe qui est là à votre service pour produire des vidéos, vous accueillir et aussi amener des pains au chocolat. On a d'abord Tom, qui est le réalisateur de l'émission, qui lève la main droite. Merci Tom. C'est donc le réalisateur de l'émission, qui s'occupe également du montage et des interviews. Il y a Antoine, tu peux lever la main droite. Merci Antoine, qui est donc son assistant, cadreur et monteur. Il y a la personne qui vous a accueilli, l'étrange personne qui vous a accueilli en bas. C'est Pascal Rabevolo, avec qui je partage également les interviews que vous allez pouvoir découvrir tout à l'heure. Voilà. Et puis, j'ai oublié aussi dans l'équipe Alexandre Godard, qui est notre Monsieur Cinéma, le cinéma d'entreprise. Et Monsieur Café. Ah bah pas pendant l'émission, Alexandre. Ah, non. Donc, les rendez-vous économiques, il y a 3 clés à retenir. Allez, les 3 clés à retenir. C'est à toi, Pascal. C'est à moi. Quelles sont les 3 clés à retenir? Eh bien, je te remercie de me poser cette question. Je ne m'y attendais pas du tout, Pascal. Donc, les 3 clés, c'est la production de vidéos, la diffusion de ces vidéos sur nos médias, et puis également les rencontres professionnelles, puisque c'est l'occasion de rencontrer plein de gens de professions diverses et variées. Ensuite, le principe même des rendez-vous économiques, c'est une émission TV nomade. Donc ça veut dire qu'on va aller, à chaque émission, on va se produire dans un lieu différent, avec un thème différent, et évidemment rencontrer des personnes différentes, puisque l'objectif, c'est de développer aussi son réseau, et puis de rencontrer des personnes dans un cadre à chaque fois différent et novateur. Donc nos valeurs, c'est la convivialité, les échanges, le partage, le respect mutuel. Si on devait résumer ça en un seul mot, mon cher Pascal, lequel serait-il? Il commence par un B. Commence par un B. Oui. Le bonheur. Voilà, le bonheur, c'est pas mal. Pas mal. Le bonheur qui rime parfaitement avec les rendez-vous économiques. Bravo. Et les valeurs. Et les valeurs qui riment avec valeurs, tout à fait. Alors, nos engagements, c'est de produire des événements, de créer des rencontres, et puis d'organiser les rencontres et de produire des vidéos. Voilà les 3 points sur lesquels on s'engage. Et maintenant, on va pouvoir présenter le lieu d'accueil avec Dominique Goubeau, qui est... Voilà. Il est caché. Dominique Goubeau, non, en fait, il n'est pas là du tout. Peut-être que ça va le faire venir en l'applaudissant. Tiens, on va préparer. Le champagne, en général, un bouchon qui saute. Ah, c'est ça. C'est l'invitation. Je sais plus. Oui, je le mets comme ça. Alors, sinon... Il va arriver. Donc Dominique Goubeau est là pour présenter son entreprise. C'est une entreprise qui a 125 ans. Donc il est pas tout jeune non plus, hein. Il va falloir le laisser passer, il a peut-être un petit peu de mal à venir. C'est la 3e génération, je crois, d'entrepreneurs.
de patron de l'imprimerie. Je crois que c'est son... Voilà, Dominique Goubeau qui a... Ah bah non, c'est pas Dominique Goubeau. Alors, Monsieur Goubeau arrive, mais Oui. avant, il est en ligne, mais Ah. on va en profiter quand même pour faire une petite interview express. D'accord. Pour parler de Monsieur Monsieur Desportes. Ah, Voilà, en attendant, on va quand même essayer de... Parce qu'en fait, il a une particularité, Ah bon voilà, c'est ce que Alors, je lui ai qu'est-ce que dit. j'ai Oui. N'hésitez pas à vous rapprocher. allez, rapprochez-vous. Alors, qu'est-ce que j'ai En comme fait, particularité effectivement... J'ai qu'une seule particularité, t'es sûr Il y a une particularité, c'est que si vous êtes ici ce matin, et ça c'est quand même quelque chose d'important, c'est que ce type de réunion, on sait qu'on va réseauter en direct, mais on va aussi, vous allez pouvoir réseauter en indirect. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on va faire les réunions interconnexion, vous allez vous présenter et il y a des activités qui peuvent vous intéresser en direct, peut-être pas. Mais par contre, vous avez tous un réseau. Et donc effectivement, vous pouvez vous dire, ah bah oui, mais ça c'est une activité qui peut intéresser un tel. Et donc ce réseautage indirect, il a de la valeur. Et il a de la valeur marchande. Donc justement, je t'avais proposé de faire quelque chose et je l'ai vu faire dans d'autres réseaux, c'est-à-dire le fait de calculer le chiffre d'affaires généré en direct ou en indirect. Et pourquoi je voulais poser cette question-ci, c'est par rapport à ton patronyme. Parce que je trouvais ça amusant que grâce à Philippe, il ouvre des portes. Donc, Voilà. je trouve que c'est quand même assez intéressant C'est vrai, d'avoir ça c'était en bien tête. de le dire. Ouais. Est-ce que tu as une idée, c'est bientôt l'anniversaire, ça va bientôt être 3 ans. Tout à fait. Le 20 mai, ça va être les 3 ans des rendez-vous économiques, absolument. Et par rapport à ça, est-ce que tu imagines, est-ce que tu as déjà du retour sur des interconnexions qui ont pu s'effectuer? Oui, il y a déjà eu quelques retours. Donc, nos 10 derniers adhérents ont cumulé plus de 50 000 € de chiffre d'affaires dans les 6 derniers mois. C'est les retours qu'on a pu avoir. Effectivement, tout le monde ne fait pas forcément des retours, mais il y a celui-ci. Voilà. Donc, Merci. Le fait d'avoir essayé de faire un petit peu ton interview a permis à notre hôte du jour de pouvoir arriver. Donc, Monsieur Goubeau. on va vous Monsieur demander Dominique Goubeau, voilà. sous vos applaudissements. Merci. Dominique. Après On va applaudir après. Voilà. Ah, d'accord. Alors, je vais te demander de te rapprocher un petit peu. Voilà, juste là. On va caler le micro. Tu vas pouvoir t'adresser directement à la caméra qui est là. Bonjour. Bonjour. Quelle assemblée. Et puis, on va pouvoir commencer. Alors, il faut d'abord répondre à mes questions. D'abord. Puis après, on va démarrer l'interview. D'accord. Après, Très tu bien. pourras- tu Donc pourras les te questions que présenter. tu m'as présentées, les réponses que j'ai... Exactement, ce qu'on n'a pas préparé du tout. Exactement. Voilà. Même ça, en fait, c'était préparé. Et c'est bon, on attend le feu vert de Tom. Tom qui- Oui, c'est bon, Tom, on a bien du son partout? Ok, ça marche. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui à l'imprimerie Goubeau, à la Chapelle-sur-Erdre, et l'émission est réalisée sur le thème valeurs et culture d'entreprise, quel levier de performance. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Dominique Goubeau. Bonjour Dominique. Bonjour. Donc Dominique, tu es le président, directeur général de l'imprimerie Goubeau. Tu n'en es pas le fondateur, puisque l'imprimerie a 125 ans, je crois, aujourd'hui. Oui. C'est ça. Créé par 125. mon arrière-grand-père. Par ton arrière-grand-père, donc c'est-à-dire que tu es la 3e génération. Quatrième. 4e génération, ah oui, ça fait 4. Ça avance vite déjà quand même. Et oui, c'est drôle. Hein. Alors, valeurs et culture d'entreprise, comment ça résonne pour toi? Je sais que les valeurs d'entreprise, c'est très important dans ton développement. Ah, c'est une boîte familiale, hein, forcément, qui porte mon nom, j'y peux rien, mais... C'est pas mal quand même. Ouais, en fait, c'est une boîte familiale. Moi, quand j'étais gamin, je venais jouer dans l'imprimerie. Hein. C'était pas ici, mais je venais jouer le mercredi dans l'imprimerie quand je savais pas quoi faire ou que mes parents savaient pas quoi faire de moi. Donc, moi, j'ai racheté la boîte il y a 25 ans. Je suis pas imprimeur. Moi, je fais Audencia. Mon métier, c'est gérer une boîte. Hein. Mais quand je suis arrivé ici pour acheter l'entreprise, les anciens m'avaient vu gamin. Et donc, c'était assez drôle d'imaginer qu'après, je devienne le patron. Et donc, ça a toujours donné une ambiance un peu sympa, et de tutoiement, et d'engagement, chacun, sur le métier qu'on fait. On a un chouette métier, donc il faut partager ça. Ouais. C'est important de partager. Mais alors, les valeurs d'entreprise, quelles sont tes valeurs et comment ça te permet d'avancer, justement, de développer l'activité, puis d'avancer, faire front commun avec ton équipe? Alors d'abord, nous, on est une industrie lourde. L'imprimerie, c'est une industrie lourde. Et entre autres, on a beaucoup travaillé sur la relation client. Et la relation client, c'est très, très engageant pour une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans l'usine dont le métier, c'est d'imprimer, couper, façonner, produire des brochures. Mais tout le front office de l'entreprise, en fait, c'est les gens qui sont en relation avec les clients. Nous, on imprime des bouquins, des brochures, des journaux municipaux, des choses comme ça, avec une relation client forte, parce qu'on n'a pas de produit à vendre fini. C'est à chaque fois un nouveau produit.
un nouveau format, un nouveau papier. Voilà. Et donc, du coup, il faut beaucoup discuter avec le client, un peu comme un architecte qui invente une maison. Il n'y a pas une maison toute faite. Il faut y comprendre comment on vit, l'utilité d'un document, à quoi ça sert, comment on fait l'éco-conception du document. C'est un peu la mode, mais nous, ça fait longtemps qu'on fait ça. Et du coup, ça, c'est très engageant pour l'entreprise. Parce que tous les gens qui sont en relation client, ils ont besoin de comprendre et de faire comprendre aux clients comment nous, on va produire derrière. Et donc, ça donne une alchimie assez sympa, parce qu'on est d'abord très très proche de nos clients. On fait 90% de notre chiffre d'affaires sur le périph'. Sur le périph'. Quel périph'? Sur Nantes, quoi. D'accord. Vraiment ok. sur Nantes. Ah, On oui. a 3 clients à Paris, c'est l'histoire, ou c'est des clients qui ont déménagé, avec qui on bosse encore. L'un de nos meilleurs clients, c'est Manitou. Donc c'est pas à Nantes, c'est à Ancenis, mais on prend notre passeport en se disant, tiens, on va à l'étranger, quoi. Ah oui. J'exagère un peu, mais c'est presque ça, quoi. Donc on a une grosse part de marché à Nantes. Toutes les banques sont nos clients, toutes les grandes entreprises, tout le monde de l'éducation, c'est nos gros clients aussi. Beaucoup de municipalités, le conseil départemental, la mairie, enfin tout ça, c'est très très centralisé. Et du coup, ça favorise cette relation client, puisqu'on est très proche. Donc on reçoit beaucoup dans l'entreprise, on fait beaucoup de prototypage, et du coup, ce sens client, quand je faisais le parallèle entre l'industrie, avec une industrie lourde, et puis la relation client, il faut que ça soit fluide et sympa pour le client. Donc ce qu'on vend, nous, finalement, c'est de la chaleur ajoutée. Ce qu'on vend, c'est la manière de travailler avec le client. Et à la fin, on finit par faire un produit. Ouais, il faut bien. C'est ça qu'on vend. Et c'est ce que vous vendez. Et donc, tu as parlé tout à l'heure de d'éco-conception. C'était à la mode, mais comment vous voyez-vous l'éco-conception? Qu'est-ce que ça représente pour vous? L'éco-conception, c'est d'abord imaginer, travailler pour finalement imprimer moins pour imprimer mieux. C'est un paradoxe, parce qu'en fait, c'est comme l'EDF qui vous dit éteignez la lumière parce que c'est mieux, sauf qu'ils vous vendent moins d'énergie en faisant ça. C'est un peu le même raisonnement, en disant plus on anticipe les achats, plus on trouve des formats papier, par exemple, plus courts pour avoir le moins de chutes possible, plus le format rêvé par le client, transformé par nous et optimisé, moins on a de chutes, moins ça coûte cher, moins on fait de déchets. Et puis ensuite, ce qu'on imprime, c'est à base d'encre végétale. Depuis 2005, ça fait longtemps qu'on pense que le pétrole, c'est pas bon, et donc on met du végétal dans nos encres. On a une démarche développement durable qui a démarré en 2003. On est certifié ISO 14001 depuis 2007. On est très en avance là-dessus. Et ça a du sens parce que l'autre sujet, c'est notamment vrai depuis le Covid, c'est de sourcer localement. Et donc l'éco-conception, c'est aussi d'imaginer qu'on n'achète pas des produits qui viennent de Chine. En l'occurrence du papier, nous c'est essentiellement du papier et des encres, ce qu'on achète. Donc moi c'est un choix perso, je veux pas, mais ça prend beaucoup de sens en ce moment parce qu'on est local et dès qu'on peut acheter local, ça favorise le business. D'ailleurs si vous êtes là, c'est pour ça. C'est qu'on a envie de se dire on est ensemble et on travaille sur le territoire. L'éco-conception, c'est aussi ce raisonnement-là. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment travailler en local. Si un entrepreneur vient te voir, c'est pas uniquement pour faire ses brochures, c'est aussi pour aller dans une démarche engagée? Souvent parce qu'en fait, quand on a un projet de com sur une plaquette, en général, on est un peu à la fin, nous. Donc le projet de com, il mûrit intellectuellement. Nous, on ne fait pas de création graphique, on ne fait pas de marketing. On prend un fichier et on l'imprime. Et le client, il arrive, il est déjà en retard. Donc tout le sens client dont je parlais, ou la chaleur ajoutée, qui est un petit mot amusant qu'on a inventé, c'est plutôt de dire comment on va faire pour que le client il ait son document à l'heure. La plupart du temps, 95% des dates ne sont pas tenues dans l'entreprise. Par le client, pas par nous, par le client. Il promet des choses et il est en retard. Tout le temps. Mais c'est top parce que ça veut dire qu'on met du lien, on rattrape quand même le retard, et puis à la fin on fait du business. On est là pour faire du business. Et de l'éco-conception. Et c'est comme ça qu'on fait de l'éco-conception. Ouais. Parfait. Merci beaucoup Dominique. Donc, Avec Imprimerie joie. Goubou. Merci. Merci à toi. Alors donc, vous l'avez compris, j'ai avancé un petit peu. C'était Catherine, je pense, en premier. Voilà, nous avons donc les interviews, les rendez-vous économiques, on répond à quelques questions. On a 5 minutes ensemble pour pouvoir présenter son activité et réagir sur le thème de l'émission, les valeurs et les cultures d'entreprise. Et maintenant, nous allons passer avec Corinne Lepavec qui va passer avec les mains expertes, les paroles expertes de Pascal. C'est à vous. Parfait. Voilà, allez. Quoi Même chose, même côté. Ouais, Ok. même côté. Parfait. Allez Corinne, ça va bien se passer. Ah bah oui. Comment Vous avez pu voir un petit peu ça comment va ça se passe avec Dominique, vous voyez. Alors, je vais Alors, faut m'entraîner bien parler avant. dans le micro, Je vais et puis m'entraîner regardez avant, la ça caméra va qui est là. Ça va pour toi? C'est bon? Parfait. Ah.
Merci beaucoup Corinne Lepavec d'être avec nous donc ce matin. Alors, je vais essayer de le dire correctement. Donc, le nom de votre entreprise s'appelle Déco et Corinerie. Donc, il a fallu vraiment se concentrer parce que c'est un piège. Donc, je vous laisserai le dire par vous-même. Donc, ce matin, vous avez un certain nombre de propositions à faire un peu originales. On sait que c'est dans l'air du temps, mais votre spécialité, vous l'avez poussée à un niveau de professionnel. Est-ce que vous pouvez nous présenter de quoi il s'agit ? Alors, Déco et Corinerie, c'est la centralisation de la décoration intérieure et extérieure en un même endroit. Je propose de relooker du mobilier pour les clients. Je propose également des ateliers pour que ces mêmes personnes ou d'autres apprennent à réaliser pour eux. Et je vends les produits que j'utilise. Et ces produits sont des produits éco-responsables, fabriqués en France, j'y tenais. Et le tout pour limiter les déchets, redonner vie au mobilier. Quoi dire de plus ? En termes de valeur, et là on rejoint donc M. Goubeau qui nous faisait la présentation sur une démarche éco-responsable. Vous êtes pleinement intégré dans une démarche éco-responsable. On ne jette plus, on rénove. Absolument. C'est l'état d'esprit. Est-ce que vous pouvez C'est nous mon expliquer leitmotiv. comment ça se passe ? Comment ça se passe ? C'est-à-dire ? En fait, vous avez une demande, Oui. Votre démarche, vous mettez en avant le on ne jette plus, on rénove. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Oui, plutôt que d'aller renouveler son mobilier, on va récupérer pour redonner vie au mobilier de ses grands-parents, de ses parents, les siens aussi, pourquoi pas même de l'enseigne suédoise. Pour limiter les déchets, parce qu'aujourd'hui on en crève en fait. Faut savoir que la gestion des déchets en France est un véritable enjeu. L'ADEME et la Chambre des métiers y investissent énormément. Donc je suis très heureuse moi de participer à ça et de faire prendre conscience qu'on peut faire du neuf avec de l'ancien, du beau avec du moche, tout en prenant beaucoup de plaisir à le faire. Et par rapport à ce que vous êtes en train de dire, moi je vous inviterais vraiment à aller voir le site internet de Corinne, parce que vous allez voir les productions. C'est très 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 impressionnant alors l'avant on ne l'a pas, on a l'après. Mais on imagine l'avant et en particulier des fameux meubles, comment il s'appelle ? Il porte un nom, le Mudo le Mado. Le Mado. Le Mado. Absolument extraordinaire. Vous parlez de réécriture. Oui. Comment ça fonctionne ? Ça vient de votre regard ? Comment ça vous vient ? Les meubles ont une histoire pour la plupart. Moi, je reçois des clients qui, des fois, veulent réinvestir le meuble de mamie, papy, qu'ils connaissent depuis toujours, mais qui ne correspond pas à la décoration chez eux. Donc, l'idée, c'est de réécrire l'histoire pour que ce meuble-là réinvestisse le quotidien des familles. Et donc, voilà, j'aime bien parler d'histoire, donc de réécriture. Et en fait, vous proposez, et ça c'est intéressant, là je vous invite vraiment à y réfléchir, vous proposez non pas de venir seul apprendre à faire ce genre de choses, mais éventuellement de venir en famille. Et donc de rénover du mobilier de manière collective, en famille, ou pourquoi pas entre collègues. On pourrait très bien imaginer de remeubler l'entreprise ici. Absolument. À partir d'objets qui viennent de chez les gens. Comment ça se passe ? Eh bien là, ça va dépendre de comment ça se passe. Assez simplement, on prend contact, on voit ensemble vers quoi on veut aller et avec qui on veut faire. Et puis c'est aussi, je crois que c'est aussi simple que ça. Et en fait, alors aussi simple que ça, en fait, vous animez des ateliers donc régulièrement. Oui. Donc quel retour vous avez de la part des familles, de la part des structures qui sont venues collectivement ça génère quelque chose chez eux? Alors peut-être que grâce à les rendez-vous économiques, j'aurai des entreprises. Pour l'instant, c'est surtout des familles. Voilà. Oui, beaucoup d'émotions. Alors ça dépend comment on travaille. Effectivement, je propose des ateliers pour apprendre à rénover. Donc il y a le 4 temps par exemple, où on va démarrer l'étape ensemble et puis la personne va la terminer chez elle et revenir et ainsi de suite.
Il y a le 4 mains, ou ce que je suis en train de réaliser en ce moment avec un client qui veut pas se louper, mais qui veut quand même bénéficier de l'accompagnement tout du long. Et puis il y a le relooking, c'est-à-dire on va me laisser la pièce, on va longuement discuter ensemble. De toute façon, on discute toujours ensemble, hein, mais on va me laisser la pièce et la découverte se fera une fois que le meuble sera terminé. Et là, c'est souvent beaucoup d'émotions. C'est souvent très émouvant. Moi, j'ai du mal à lâcher le meuble, mais la personne qui le récupère, c'est beaucoup de... Voilà, ça réveille beaucoup de choses. Alors, ça réveille beaucoup de choses. Je vais vous laisser imaginer un petit peu les conséquences de ce que vous pouvez faire avec ces objets. Hein, comme on dit, objet inanimé, avez-vous donc une âme? Et donc, vous êtes en train de redonner de l'âme. Ouais. On a ici pas mal de professionnels, en fait, du coaching et effectivement de l'accompagnement individualisé, et donc dans le cadre professionnel, mais aussi personnel. Et j'imagine que ce que vous êtes en train de faire, ça a aussi des incidences au sein des familles, parce qu'enfin, on fait quelque chose ensemble. Alors, il y a aussi un autre aspect, c'est que beaucoup de mes clients qui viennent en atelier, pour ceux qui viennent en atelier, ils s'ancrent dans le présent et ils apprennent à faire des erreurs, à accepter de faire des erreurs, puisqu'on a le droit de se tromper, de recommencer, c'est que de la peinture, hein, on peut, voilà. Et surtout, il y a la satisfaction d'avoir fait soi-même et d'avoir été jusqu'au bout du projet. Merci beaucoup Corinne. Alors Avec Corinne plaisir. Peut vous donner des idées d'activités, puisqu'on est là pour travailler sur du réseautage. Et vous n'aviez pas fini. Si, votre phrase. Donc je voulais juste insister sur un mot. Oui. Vous vous considérez comme une réparatrice. Alors, je ne me considère pas. Je suis membre du réseau des réparateurs, qui est un réseau à l'initiative de l'ADEME et de la Chambre des métiers, et donc qui fédère tous les métiers de la réparation, cordonnerie, horlogerie, etc. Et donc voilà, je suis une réparatrice, effectivement. Merci Corinne pour vos corineries. Merci beaucoup. Une belle interview menée de main de maître. Ah, c'est plutôt bien débrouillé, je trouve. Hein. Alors nous, ce qu'on aime bien au rendez-vous économique, c'est aussi faire bouger tout le monde. Donc là, on va tous bouger et on va se retrouver de ce côté-là pour pouvoir interviewer justement notre boulanger préféré, qui est Julien Décoré. Alors, comment on va pousser ça? Quand j'ai vu tiens, tu mets c'est génial. On va le pousser encore. Il a envoyé des questions, mais en fait... ouais, le micro. Ils sont pas intéressants, ces questions. Tiens, on va rapporter le micro. Ouais. Moi, je vais me mettre là. Je pense qu'il sera mieux là, Julien. C'est lui qui vous... Ouais. Tu vas essayer de te rapprocher un petit peu de moi, pas être trop près de la caméra. C'est lui. Si. À Boye. Elle est où, ta? À Boye. La boulangerie. Ah ouais, elle est où ta boulangerie? Ah oui, elle est où ta boulangerie? Mais on n'a pas de carte de visite. Ça m'est arrivé ça aussi. C'est vrai que c'est désagréable hein, quand on a, surtout nous qui portons des lunettes. Un pas en arrière. Ah ouais, non, mais là c'était la catastrophe. Ah, ça va comme ça? Ça permet de bien survoler. Voilà, très bien. Puis on remercie l'imprimerie Goubeau d'avoir les mêmes couleurs que les rendez-vous économiques, rouge et blanc. Ça, c'est un bel effort en tout cas. Parce qu'avant, je crois que c'était vert et bleu, donc maintenant blanc et rouge. Merci beaucoup. C'est bon, pardon, Tom? Allez. C'est la boulangerie Arsène Bio. Bio Arsène. Ok, d'accord. C'est bon? Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui à l'imprimerie Goubeau, à la Chapelle-sur-Erdre, et l'émission est réalisée sur le thème valeurs et culture d'entreprise. Quel levier de performance? Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Décoré. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes le fondateur et président de la boulangerie Bio Arsène, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ok, alors qu'est-ce que c'est que cette boulangerie Bio Arsène? Alors la boulangerie Bio Arsène se situe à Boye, dans le sud-ouest de Nantes. On est une boulangerie 100% bio. On retrouve nos produits sur les marchés et aussi dans des enseignes partenaires et aussi certains restaurants et traiteurs. Notre particularité, c'est notre pain. En fait, nous, on prend le temps de faire le pain. C'est un pain au levain, pétri avec douceur.
en longue fermentation, un pain qui est savoureux, qui a de hautes valeurs nutritionnelles et puis qui va se garder. Et on travaille aussi beaucoup de farine ancienne, donc les blés d'autrefois, 100% français et le plus local possible. On cuit ça dans notre four à bois et après vous pouvez retrouver nos produits vraiment sur l'ensemble de tous les marchés nantais. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire prendre le temps de faire son pain? Ça veut dire qu'un boulanger lancé, normalement, on se lève à 3h, vous allez vous lever à 2h ou à 1h? Alors pas du tout, nous en fait on va venir la veille. Parce que justement, il y a aussi les valeurs humaines chez nous, c'est important. C'est important aussi de garder du temps de vie pour nos collaborateurs. Donc il n'y a personne qui travaille quasiment la nuit. Finalement, les premiers vont démarrer pour cuire les viennoiseries à 5h du matin, mais sinon tout le travail se fait en amont parce qu'on est sur une fermentation lente, c'est-à-dire que à la différence de la boulangerie traditionnelle où on va pétrir très rapidement, cuire dans la foulée et proposer le pain aux clients, nous en fait on va laisser le temps justement au levain, parce que le levain c'est comme un animal sauvage mais qu'on essaye de dompter, qui est un peu capricieux exactement, et qui nécessite du temps pour justement développer les arômes, pour améliorer la conservation du pain et puis aussi pour le rendre beaucoup plus digeste. Et c'est un peu le problème des boulangeries traditionnelles ou modernes où on a accéléré tout le processus et au final on se rend compte qu'on a beaucoup de clients qui hésitent à manger du pain parce que ça leur crée une gêne digestive ou ça va créer des intolérances comme l'intolérance au gluten qui revient beaucoup maintenant. Ah oui, effectivement. Oui. Quand on parlait de longue conservation du pain, c'est combien? C'est 24-48 heures de plus? C'est bien plus que ça en fait. Ouais. C'est-à-dire que notre pain, nous, il est optimal, c'est 24 heures après la sortie du four. Mon pain, quand il sort du four, il n'est pas à son meilleur. Exactement, tout à fait. En fait, il faut qu'il dessèche légèrement pour développer ses arômes et qu'il soit encore plus digeste. Et après, c'est un pain que vous allez conserver comme on faisait autrefois, soit dans un torchon, soit dans une petite huche à pain. Et vous allez garder 5-6 jours. J'ai des clients qui font des records, qui montent jusqu'à 10 jours. Je me demande des fois s'ils le mangent, mais en tout cas, ils le conservent très bien, quoi. En tout cas, ils le conservent au moins 10 jours. Ça, c'est plutôt, tout à fait, plutôt exactement. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie pour vous, une boulangerie bio, avoir un pain bio? Ça signifie quoi? Une boulangerie bio, si vous voulez, nous aujourd'hui on mène un combat peut-être contre l'industrie agroalimentaire où justement on essaye de faire manger bien, bon. Et puis aussi travailler avec des producteurs, on travaille avec des petits producteurs parce qu'en fait en France on a un territoire avec énormément de terroirs, avec plein de particularités, il y a plein d'anciens blés qui existent et des fois on a des relations avec des tout petits producteurs qui vont produire à peine quelques quintaux avec des variétés spéciales et voilà, c'est ça notre côté humain, c'est notre côté bio, environnement, écologique, de mettre en avant justement ces partenariats. D'accord. Alors qu'est-ce que ça signifie pour vous les valeurs et culture d'entreprise? Quelles valeurs fortes faut-il avoir pour pouvoir créer justement sa boulangerie? Alors déjà des valeurs liées à l'humain. Parce que comme je vous disais, on ne va pas faire travailler nos collègues la nuit pour le respect de la vie personnelle. On va avoir un contact direct avec nos clients, c'est-à-dire que nous, on est en contact. Nos vendeurs, en fait, c'est des ambassadeurs. Ils ne vont pas simplement servir les produits, ils vont accompagner le client dans sa démarche, souvent pour répondre à un besoin. Le besoin, chez nous, on a beaucoup de clients qui se plaignent d'intolérance, de douleurs digestives et tout. Donc on va pouvoir apporter une solution. Je prends l'exemple des pains complets qui sont avec un indice glycémique faible. Je prends l'exemple des céréales anciennes qui ne sont pas des céréales qui ont été hybridées, donc qui sont bien plus digestes. Il va y avoir le côté aussi environnement, parce que nous on travaille en 100% bio, on n'a pas de farine avec des additifs, des améliorants. On essaye de travailler le plus local possible, donc on a pas mal de producteurs dans la périphérie de Nantes et en Loire-Atlantique. On a des valeurs aussi sociales parce que c'est pas tout d'avoir un bon produit, un produit qualitatif, il faut aussi pouvoir le proposer à l'ensemble, pas simplement une élite en fait, pouvoir proposer nos produits dans des marchés un petit peu plus populaires que dans le centre-ville de Nantes. Donc voilà, ça c'est des valeurs fortes pour nous. Et puis aussi la culture d'entreprise. Nous c'est un savoir-faire qui est vieux, qui malheureusement n'est plus forcément enseigné dans les centres de formation. Donc c'est quelque chose qu'on transmet à nos collaborateurs. Donc voilà nos valeurs. Voilà les valeurs fortes qui vous ont permis d'avancer, de créer la boulangerie. Combien d'années à la boulangerie? Depuis 2016, on a créé cette entreprise avec mon associé, Monsieur Haquet. Ça fait une dizaine d'années qu'on est dans le métier de la boulangerie.
D'accord, la boulangerie donc depuis 2016. Tout à fait. Boulangerie Bio Arsène qu'on retrouve sur internet aussi. Exactement, on a un site internet www.arseneboulangerbio. On nous retrouve sur l'ensemble des marchés nantais, une vingtaine, puis chez des enseignes partenaires comme les Chlorophylles, les Biocop, beaucoup de restaurants et aussi des traiteurs. Et aussi, et surtout à Boye. Et bien sûr. Là où il y a un Ouais, magasin. tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Julien. C'était génial. Alors, eh bien, écoutez, maintenant, on va rester là aussi pour la prochaine interview où on va parler d'audace et de changement. Qu'est-ce que ça signifie, ça, l'audace et le changement? Est-ce qu'on peut en savoir plus, Pascal? Je pense que Catherine va nous éclairer. Ah bah, Catherine, vas-y. Simplement. Catherine, tu dois tout contourner par là. Oui, Parfait. merci. Catherine Launay, Audace et Changement. Bonjour Pascal. Bonjour. Coaching. Alors parlez-nous, coaching, les valeurs et puis justement, qu'est-ce qui fait votre performance, qu'est-ce qui fait votre différence? Les valeurs de mon entreprise sont confondues avec les miennes propres puisque je suis ma petite entreprise à moi toute seule, n'est-ce pas? Donc le coaching en soi parle de l'attention portée à l'autre, d'une écoute active, de l'empathie et donc du respect complet de la personne que nous accompagnons. Donc dans cet échange qui s'étale sur un certain nombre de séances, se crée un lien de confiance. Et cette confiance, elle est fondamentale. C'est une chose que me retournent les personnes que j'accompagne, la confiance que je leur donne et celle que je reçois en retour. Puisque quand quelqu'un demande un accompagnement, c'est qu'il a des objectifs, il a des questions qui peuvent être des questions qui grattent, hein, qui sont difficiles et auxquelles il ne peut pas ou elle ne peut pas répondre toute seule. Donc ce lien de confiance, c'est un espace absolument et confidentiel, bien évidemment. Donc ça, c'est une des valeurs également hein, du coaching qui permet à la personne de s'exprimer et d'aller vers son propre chemin. Je ne décide jamais pour les personnes ce qui est bon pour elles, mais en revanche, je mets tout en œuvre pour les accompagner vers leurs objectifs. J'ajouterais juste, Pascal, que la déontologie est au cœur de la profession hein, de coach. Donc j'adhère bien sûr à une charte d'une fédération de coach, parce que ça, c'est absolument indispensable pour que la personne se sente à l'aise complètement. Alors vous proposez justement un certain nombre d'outils. Et en particulier, vous proposez aux gens donc alors on parle souvent de déclaration d'amour ou et vous parlez d'une déclaration d'estime de soi. Voilà, je alors, vois que... De quoi s'agit-il? Alors, la déclaration d'estime de soi, elle a été formulée par une psychologue américaine et qui vise à montrer que je suis moi-même une personne importante et pour reprendre un slogan, je le vaux bien. Donc j'ai en moi toutes les ressources et les capacités pour aller vers mes objectifs et prendre mon propre chemin. Voilà. Donc c'est au début de mes accompagnements, je fais lire cette déclaration d'estime de soi aux personnes que j'accompagne, pour bien les mettre dans cet environnement de confiance. Et moi, je les regarde toujours comme avoir toutes les capacités pour faire ce programme et ce chemin. Donc c'est une vision positive, donc qui est appuyée par donc quelque chose que vous appelez les soft skills. Oui. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire de quoi il s'agit? Et puis peut-être, oui, bien sûr. Est-ce que vous pourriez l'appliquer à vous, par exemple? Ça peut être intéressant, mais l'appliquer déjà, les soft skills. Voilà. Oui, alors soft skills, ce sont les compétences douces qui se différencient, alors c'est le mot bien sûr anglais, de hard skills, qui sont nos compétences techniques, nos savoir-faire, tout ce que nous avons appris pour être compétents dans le travail que nous produisons au quotidien. Soft skills, c'est tout ce qui est comportemental et relationnel. Et d'ailleurs, ça monte en force dans les recrutements. Et je fais un lien avec ce que a dit Julien précédemment, c'est-à-dire toutes ces valeurs humaines, eh bien, elles se voient au quotidien dans les relations entre les managers, les collaborateurs, les salariés. Ça infuse dans toute l'entreprise, et je pense que c'est le cas aussi de l'entreprise Google dans ce que j'ai entendu, de ce que son fondateur a précisé. Donc,
comportemental et relationnel, tout ce qui est gestion des émotions, oser dire non, construire des relations efficaces et sereines dans l'entreprise. Voilà, tout ce qui ne se voit pas a priori, mais qui peut créer des conflits et qui, à l'inverse, crée la cohésion d'une équipe. Et de mon expérience, à 99%, du temps, quand quelque chose ne fonctionne pas dans une entreprise, c'est vraiment, il faut regarder du côté relationnel. Alors, il y a 3 outils dont je voudrais vous parler. Ce sont des outils que vous mettez en évidence et qui parlent de vous, en fait. Oui, qui parlent de vous. ok. On va passer sur la psychologie humaniste parce que je pense que tout le monde a compris et vous venez déjà de la déterminer. Parlez-nous un tout petit peu de la méditation de pleine conscience. Ah, la méditation de pleine conscience. Eh bien, moi, je me suis formée à la méditation il y a maintenant 7 ans. Et depuis, c'est devenu quelque chose, un support, je pense, pour se sentir bien, qui aussi diffuse à la fois dans le monde professionnel et bien sûr dans le monde personnel. Eh bien, qu'est-ce qui est important pour une coach comme moi, c'est de se sentir aligné. C'est-à-dire que je ne dois pas, quand je suis face à face à une personne que j'accompagne, je ne dois pas être mobilisé, parasité par mes propres préoccupations, on va dire. Donc la méditation de pleine conscience qui repose sur le souffle, sur le corps, va créer un état de disponibilité à l'accueil de ce qui vient. Lorsque j'ai quelqu'un en face de moi, je suis toute à l'écoute et j'accueille. Je suspends le jugement, etc. En revanche, je laisse fonctionner mes capacités d'analyse et de compréhension de ce qu'on me dit, bien évidemment. Mais je suis dans l'accueil. Et ça, c'est une chose, justement, que me renvoient aussi mes clients. Je ne suis jamais dans le jugement. Donc, deux derniers aspects, la voix et la voix. Oui. La voix du chemin de Compostelle. Oui. Et puis la voix, Okay. on finira sur la voix. Voilà, celle Ok. D'accord. Alors, le chemin de Compostelle, voilà, j'ai commencé à marcher depuis aussi quelques années par Tronçon. semaine, par Voilà. tronçon, Voilà. c'est ça. Je suis partie du Puy-en-Velay, donc j'y suis encore, puisque malheureusement, avec le Covid, j'ai suspendu Voilà. la marche, en tout cas sur le chemin. Ça, ce sont des moments de ressourcement extraordinaires. Donc, je marche seule, et ce qui permet aussi des rencontres formidables. Donc, c'est un lien avec la méditation, d'ailleurs, Voilà. forcément. Et donc cette voix, après vous proposez, avec des collègues, à vous, une démarche. Alors, la voix, donc celle que vous entendez justement quand je m'exprime, donc elle est associée à des formations. Donc, j'ai présenté déjà ici plusieurs fois. Donc, une formation qui s'appelle « Prendre sa place grâce à sa voix », puisque la voix, c'est notre passeport, c'est ce qui fait la première chose que les gens entendent de nous. Et immédiatement, chacun se fait une idée de la personne à travers sa voix. Et nous savons, alors ce n'est pas ton cas, tu ne bredouilles pas aujourd'hui, mais dans la prise de parole, quelquefois, tout d'un coup, hop là, ça coince ici, parce qu'il y a l'émotion qui s'invite, il y a le stress, le trac de parler devant un auditoire qu'on ne connaît pas, et ce qui fait qu'on a besoin de travailler ça. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que la voix repose sur le souffle repose donc sur la respiration et la respiration repose sur le corps. Voilà, donc un certain nombre d'exercices nous permettent de prendre conscience de ça. Merci beaucoup. Donc, merci Pascal. Catherine Launay, Audace et Changement. Merci. Tu veux changer encore? Oui, on va changer encore. Bravo Catherine, quelle énergie! Ah, je me sens déjà plus inspiré, je ne sais pas pour vous. C'est interconnexion maintenant ou Non, pas du tout, non c'est Christelle Cadet de Fontenay maintenant. D'accord. On est Tu au vas la faire moment où Christelle Cadet de Fontenay. Mais où est-elle? On va se mettre par là. On se met par là. Christelle. On va se mettre par là. Je vous propose, Christelle, de vous mettre là. Alors, on va enlever tout ça. Ouais, on va Hop. enlever les gobelets aussi. Hop. Allez. On va se mettre par là. Et on va respirer, ça va bien se passer. On va parler de boxe ou d'anniversaire? Ou de boxe anniversaire? Oh, les deux? On va tenter C'est les bon deux, là. au niveau de l'image? Le micro. Ah pardon. Attends. Bouge pas. J'arrive, j'apporte le micro. Hop. Tac. Ah, je suis désolé, c'est beaucoup moins bon. Il est beaucoup moins bon. Ah bah oui, bien sûr. C'est mon maître, Pascal. Mais j'essaie Qu'est-ce de que je le dois faire, former, oui. de le motiver.
Merci C'est papa. peut-être moi qui ai eu peur, j'ai eu peur de l'interview. Bon, on va être bien là. C'est pas mal. C'est bon? C'est bon? Je sais pas. Vous êtes prêts? Non, la vérité, c'est qu'il est beaucoup plus fort, il ne prend aucune note. Aucune note. Il est trop fort. Il est trop fort. Ah bah oui, hein, moi j'ai tout en tête. Hein. Moi je sais parfaitement qui vous êtes. Vous êtes Christelle Cadet avec Philippe. Ah voilà. Non, ça va, Christelle Cadet de Fontenay. On est pas mal? On est même bien? C'est sûr, hein? Je te fais confiance? Ok, ça marche. Alors, Antoine et son sourire. Ok, très bien. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui à l'imprimerie Goubeau et l'émission est réalisée sur le thème valeurs et culture d'entreprise. Quel levier de performance? Et pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christelle Cadet de Fontenay. Bonjour. Christelle. Je l'ai bien dit, j'ai bien prononcé. Parfait. Donc vous êtes la fondatrice de la box anniversaire, c'est bien ça? C'est ça, de Fête à Box. En fait, Fête à Box. je suis actuellement en création d'entreprise. Ouverture en septembre 2022. Et donc, je crée des box anniversaires éco-responsables et locales pour les anniversaires d'enfants de 3 à 9 ans. Ok, 3 Voilà. à 9 ans. C'est À 10 ans, on y a pu ouvrir la box. pour commencer. Il faut bien commencer quelque part. Donc, D'accord. on commence à 3-9 et puis, pourquoi pas aller jusqu'aux adultes. Donc là, ce sont des box pour des parents qui veulent faire une surprise à leurs enfants. Ils mettent ce qu'ils veulent dans cette box? Alors cette box en fait, elle est sur un thème. Les parents en fait choisissent un thème anniversaire, magie, sorcellerie, et en fait cette box, elle arrive chez eux dans leur boîte aux lettres. Et la petite particularité, c'est qu'elle repart de chez eux, grâce au service de la Poste, parce que comme c'est de l'éco-responsable en fait, il n'y a que du matériel réutilisable à l'intérieur. Et la petite particularité en plus de Fête à Box, c'est que j'écris des histoires qui sont personnalisées au nom de l'enfant qui fait son anniversaire. Et donc, il va emmener l'enfant et ses amis à faire une chasse au trésor. D'accord. Mais alors, qui est-ce qui met ça en place? Donc les parents qui avec Ce la sont box, les parents, voilà. on se En met fait, en place. c'est vraiment une box pour aider les parents à faire l'anniversaire de leurs enfants. Les parents qui ont envie de faire pour leurs enfants, mais qui n'ont pas les idées, qui ne savent pas où chercher, qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc, ça permet de gagner du temps. Moi, je leur apporte tout. Donc, il y a l'histoire, il y a la chasse au trésor, il y a des tutoriels pour faire une déco supplémentaire, mais avec que du matériel recyclable. D'accord. Une boîte de céréales, une boîte à œufs. Ça permet de faire aussi avant l'anniversaire, des petits ateliers avec les frères et sœurs, avec les grands-parents, avec les amis. Et donc faire une déco supplémentaire. Et je travaille en plus avec des illustrateurs qui font 3 grands décors qui sont imprimés sur du tissu et qui permettent en fait une ambiance immersive et une interaction avec les enfants pendant qu'on leur raconte l'histoire. D'accord. Ah oui, Donc ça, après, il y a aussi de quoi faire le gâteau, enfin des tutoriels pour faire le gâteau. Ce ne serait pas complet s'il n'y avait pas les invitations et des coloriages à imprimer pour faire patienter les enfants ou les calmer un peu après la chasse au trésor qui les a un petit peu animés. D'accord. Et le trésor, il est dedans le trésor? Alors le trésor, justement, en fait les chasses au trésor, elles sont adaptables aussi bien en intérieur qu'en extérieur, en maison qu'en appartement. Ce qui fait qu'en fait les parents peuvent même inclure des jeux s'ils en ont envie. Lors de tests, il y a des parents, c'est ce qu'ils ont fait. Il y avait des choses qu'ils avaient trouvées, qu'ils avaient envie d'inclure dans la chasse au trésor, ils l'ont fait. D'autres choses qu'ils avaient moins envie de faire, donc ils l'ont enlevé. Et c'est vraiment complètement modulable selon les parents. Et donc ils mettent dans la box au trésor, dans la chasse au trésor. En fait, le trésor, c'est vraiment ce qu'ils ont envie. Il y a une maman pour le thème magie-sorcellerie. Le trésor, c'était des chapeaux de sorciers, de magiciens. Et les enfants étaient juste hyper contents. D'accord. Alors comment vous est venue l'idée de créer cette box? Je ne sais pas, est-ce que vous vous rappelez de vos anniversaires d'enfants? Oui, un petit peu, oui, mais il n'y avait pas de box. Il n'y avait pas de chapeau Non, il n'y plus avait pas d'Harry de Potter, box. non. Moi, j'ai eu la chance, en fait, j'ai vraiment des parents formidables. J'ai un papa qui nous faisait, à mes sœurs et moi, en fait, des gâteaux extraordinaires en forme de papillons, de palettes de peinture, de choses comme ça. Et une maman hyper créative qui nous faisait des jeux, justement, avec ce qu'elle trouvait à la maison, à l'extérieur, etc., dans le jardin. Et quand je suis devenue maman, c'est tout naturellement que moi aussi, j'ai voulu faire rêver mes enfants. Et de voir, en fait, le bonheur de mes enfants et des autres enfants aussi lors des anniversaires, c'était juste fabuleux. Et c'est de là en fait que m'est venue l'idée. Vraiment envie d'aider les parents à gagner du temps,
à ce que ça redevienne quelque chose de familial et non un stress de préparation. Il y a quand même un enjeu souvent de plus en plus sur les anniversaires qui se passent. Et en fait, recréer quelque chose de convivial, de festif, non plus de stressant, où on perd du temps. Et surtout, cette fierté qu'on ressent en tant que parent devant la joie des enfants grâce à ce qu'on a préparé. C'est ça, d'avoir permis de faire ça, puis de rendre cet anniversaire, ce jour inoubliable, qui puisse se raconter entre copains un peu plus tard. Donc si on est parent, on veut commander ces box, où est-ce qu'on vous retrouve? Alors donc le site internet qui va arriver au mois de septembre. Pour l'instant, j'ai une page internet qui explique mon projet. Donc vous pouvez retrouver www.faitabox.fr, faites F-E-T-E. Ah oui, faites. C'est ça. Ta box, c'est ça. Ouais, faites F-E-T-E-A-B-O-X. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc ça explique tout mon projet. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Ça donne l'avancée du projet jusqu'au mois de septembre. D'accord. Et c'est au mois de septembre qu'on pourra vraiment commander les box. Et au mois de septembre, vous pourrez commander les box. Tout se fera sur Internet. Et donc, ça arrive chez vous. Vous ne lavez rien. Vous remettez dans la box. Il y a le coupon retour. Vous remettez dans votre boîte aux lettres. Et après, vous allez sur Internet et c'est la poste qui vient chercher le colis. D'accord. Parfait. Enfin, et c'est la fête après. Et après, c'est la fête. On passe la fête et c'est la fête. Bon. C'est ça. Merci beaucoup, Christelle. Merci. Alors, oui. Alors, on arrive à un moment particulier, Pascal. Quel est donc ce moment si particulier? On va d'abord vous demander de vous rapprocher on va pousser les caméras. On va pousser les caméras. Et on va vous proposer, on a à peu près 5 manches debout là. On va vous proposer de réseauter. Alors je pense qu'on va commencer par équipe de 3. On aura 2 moments comme ceux-ci. Donc là, je propose des groupes. Je commence ? Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui à l'imprimerie Goubeau, à la Chapelle-sur-Erdre, et l'émission est réalisée sur le thème Valeurs et culture d'entreprise, quel levier de performance. Et pour en parler ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Durand. Bonjour Cyril. Bonjour Philippe. Donc vous êtes le président de l'association Linkia. Directeur général, je ne suis pas président. D'accord, directeur général donc, de l'association Linkia, association donc, pour la protection de l'enfance. Qu'est-ce que c'est, en quoi consiste exactement cette association ? Alors, Linkia est une association de protection de l'enfance. La protection de l'enfance, c'est quoi ? C'est une compétence départementale déjà, pour commencer. C'est-à-dire que sur tout le territoire national, ce sont les présidents de département qui ont la main sur ces politiques publiques. Et on accompagne et on accueille des enfants. Alors, chez nous, un enfant, c'est de 0 à 21 ans. Donc c'est un spectre assez large, dans le cadre de mandats qui nous sont confiés, souvent judiciaires, c'est-à-dire qu'un juge des enfants qui a prononcé une décision qui provoque une mesure d'assistance éducative, comme on dit, qui peut aller jusqu'à une mesure de placement. Et donc et ça peut être également administratif, c'est-à-dire que ça peut être aussi contractualisé avec la famille, quand la famille reconnaît elle-même qu'elle a des difficultés à assurer l'éducation de ses enfants. Et on accueille, on est outillé pour accueillir jusqu'à 1400 enfants dans nos équipements, dans nos familles d'accueil, dans nos maisons à caractère social. On a des équipes éducatives qui interviennent au domicile des familles pour soutenir les compétences parentales et éviter justement que l'enfant à terme soit placé. On a beaucoup d'hébergements individuels pour des jeunes qui sont en accession à l'autonomie de 16 à 21 ans. Et on est une association ancienne puisqu'on exerce sur le département depuis 1888. Donc si le nom paraît un peu étonnant, en réalité on est une institution, c'est aussi une vieille dame cette association. C'est une vieille dame, effectivement. Mais qui s'est réinventée au fil du temps. D'accord, voilà. Qui s'est réinventée. Donc à chaque émission, les rendez-vous économiques vont accueillir une association, soutenir le projet d'une association ou d'un besoin. Aujourd'hui, vous nous avez rejoint donc, sur le plateau de l'émission. Vous avez un message à passer ? Vous avez un besoin particulier à exprimer ?
Alors déjà, c'est valoriser nos activités parce que la protection de l'enfance, c'est une mission d'intérêt général. C'est une grande cause nationale aussi, c'est-à-dire que ça traverse toutes les couches de la population, avec évidemment une prégnance un peu plus importante au niveau des populations les plus précarisées. Hein. Il y a un lien de corrélation assez évident entre protection de l'enfance et puis précarité, et dans une société où la précarité est quand même assez croissante. Et le message que l'on souhaite passer, c'est de dire que les missions qui sont développées par les acteurs de la protection de l'enfance, c'est le cas pour l'INCa, c'est le cas pour beaucoup d'autres acteurs à l'échelle soit nationale ou plus locale, mais partout sur le territoire national, c'est de dire que ces missions méritent intérêt. Et donc on travaille beaucoup chez l'INCa et dans nos réseaux nationaux à valoriser nos activités, c'est-à-dire à organiser une communication positive sur les réalisations des acteurs du champ associatif. On participe de l'économie sociale et solidaire, donc on est un acteur du champ économique à part entière. L'association emploie 550 salariés, enfin tout ça, c'est une réalité. C'est plus de 7000 enfants qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance en Loire-Atlantique. Sur la Loire-Atlantique. D'accord. Ouais, on est au-delà de 350 000 sur 7000 enfants, et vous avez dit que vous étiez équipé pour aider 1400 enfants. Oui, voilà. Il y a une différence là. Ouais. Oui, mais on n'est pas la seule association. Ah, d'accord. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'en volume d'activité, si on devait raisonner un peu comme dans le champ de l'entreprise, en volume d'affaires ou en chiffre d'affaires, on représente à nous seuls 35% à peu près de l'activité départementale, parce qu'il y a un morcellement associatif assez conséquent localement. Et pour développer cette communication positive et aussi pour accélérer la mise en œuvre de nos projets, on a décidé à l'été 2019 de créer un fonds de dotation. Qu'on a associé à notre association, c'est le fonds de dotation Ensemble Créateurs d'Avenir, et qui permet de se connecter avec des acteurs économiques locaux, comme c'est le cas par exemple ce matin, de se connecter avec des fondations locales ou nationales, et d'essayer de lever des fonds pour porter des projets que l'on peut porter, qu'on a la capacité parce qu'on en a l'expertise au sein de l'association, mais on n'en a pas toujours les financements, puisque le département n'a pas vocation à financer tout ce qui, de notre point de vue, est créatif dans notre champ d'activité. Donc on essaye de se libérer des marges de manœuvre en levant des fonds grâce au fonds de dotation. Et le fonds de dotation, il est très récent, hein, il a 2 ans et demi en gros d'existence, mais sur 2021, par exemple, on a quand même valorisé de l'ordre de 60 000 euros de contributions, alors soit financières, soit en nature, autant d'argent qui a pu être fléché directement sur des projets, puisque chaque euro collecté est reversé directement en direction de projets vers les enfants, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun frais de gestion, il n'y a pas de déperdition dans les levées de fonds. D'accord, il y a vraiment une aide directe. Quand vous parlez d'aide en nature, comment un entrepreneur peut-il vous aider en nature ? Alors, on a eu des dons matériels. Hein. Alors, la crise sanitaire nous a beaucoup aidés. On a beaucoup d'entreprises qui nous ont aidés pendant cette période. Il faut quand même se rappeler d'où l'on vient, hein, c'est-à-dire l'absence de masques. Donc, on a eu des entrepreneurs qui nous ont fait don de visières, enfin, des choses comme ça. On a eu énormément de dons en équipement de protection, en solutions hydroalcooliques, etc. Enfin, on a eu beaucoup de solidarité de ce type-là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les dons en nature. Et puis, il y a plus ponctuellement aussi des contributions réalisées par des entrepreneurs ou alors des collaborateurs qui interviennent dans les entreprises et qui peuvent nous délivrer bénévolement leurs compétences et nous accompagner bénévolement sur un certain nombre de projets. Et en contrepartie, on développe des activités qui sont financées par le fonds de dotation, qui peuvent s'apparenter à des actions de formation qui sont ouvertes à des acteurs de la société civile. C'est-à-dire qu'on a aussi, par exemple, on a développé la pratique d'ateliers philo pour les enfants, c'est-à-dire qu'on développe des ateliers philosophiques pour les enfants dans le champ de la protection de l'enfance, avec le soutien d'une fondation nationale qui est la fondation de Frédéric Lenoir, par exemple la fondation Sève. Et on a mis en place, avec le concours de cette fondation, des formations pour former des animateurs philo qui développent des ateliers philo dans les écoles, dans les médiathèques, dans nos maisons d'enfants, dans leurs familles, dans leur quartier, leur voisinage. Et on a délivré cette formation grâce à des fonds que l'on a collectés. Et des entrepreneurs ou des collaborateurs ont pu être formés à cette pratique-là parce qu'ils étaient sensibilisés à la cause des enfants. D'accord. Et par ailleurs, on développe actuellement une réflexion sur la possibilité d'intervenir en milieu scolaire pour contribuer en mode un peu prévention précoce à la prévention des actes de maltraitance dans le milieu scolaire, mais aussi dans le milieu familial, dans le milieu sportif, associatif, enfin dans la société en général.
Et ces actions-là ont vocation à être soutenues non pas par les dotations publiques que l'on perçoit pour nos activités de protection de l'enfance, mais financées par, on va dire, nos énergies créatrices, où on va vers les entreprises ou des donateurs privés qui nous soutiennent, et l'argent collecté est directement fléché vers ces initiatives. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez besoin d'entrepreneurs de soutien financier, de soutien matériel, et puis aussi de soutien humain, de soutien bénévole. Oui, Voilà, et d'ambassadeurs, enfin des gens qui aussi qui intègrent le... Parce qu'on est un champ d'activité qui est quand même assez méconnu. Peu de gens savent qu'il y a plus de 7000 enfants en Loire-Atlantique qui relèvent de la protection de l'enfance. À chaque fois que je dis ça, tout le monde tombe des nues, mais c'est la réalité. Et donc c'est un secteur d'activité qui mérite d'être connu de par son cœur de métier et qui mérite d'être soutenu. On a besoin d'ambassadeurs, on a besoin de parents, on a besoin de gens qui parlent et qui défendent nos activités. Parfait. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Cyril. Donc Linkia recherche des ambassadeurs sur la région nantaise, sur le département Loire-Atlantique. Oui, et au-delà. Parfait. Merci Cyril. Merci. Merci à vous. Allez, on va rester au même endroit et on va appeler Sabine. Sabine qui va nous révéler. Mais que va-t-elle nous révéler? Eh bien, c'est Pascal qui vient nous en parler. Tu vas pouvoir t'installer ici, mais on va avoir 2 petites minutes à attendre parce qu'il y a un petit souci technique à régler. Mais pendant ce temps-là, je vais vous parler d'une statistique. Si on a 7000 enfants, dans le département qui sont sur une mesure de placement ou d'accompagnement, ça veut dire qu'on est à peu près 1 million dans le département. Donc ça veut dire qu'il y a forcément des gens autour de nous qui ont vécu cette mesure d'accompagnement. Donc je suis un de ces jeunes-là. Voilà, moi à l'âge de 2 ans et demi, j'ai été placé donc une institution qui n'est pas très loin de votre siège social en fait. Et donc effectivement c'est intéressant la notion d'ambassadeur. Donc je veux bien être l'ambassadeur, un des ambassadeurs, parce que mon expérience peut être intéressante, comment on peut être placé et finalement on peut quand même réussir scolairement et dans sa vie. Et donc effectivement, moi j'ai été professeur de français pendant 25 ans, j'ai été aussi maire de ma commune et effectivement aujourd'hui j'ai rejoint Philippe dans un cadre de partenariat. Et donc aujourd'hui, j'ai une entreprise qui est ouverte à l'international. Donc vous voyez, effectivement, il y a plein de gens autour de nous qui ont été des enfants placés. S'ils ne l'avaient pas été, il y aurait peut-être eu des difficultés pour eux pour s'épanouir et pour être dans un cadre sécurisé. Donc à chaque fois que je rencontre le président du département, donc je le remercie. Je le remercie quand même parce que si cette institution-là n'existait pas, eh bien effectivement, et puis ensuite toutes les associations partenaires. Donc voilà. Donc merci. Voilà. Donc c'est une proposition. Voilà, que je vous fais. Voilà. Mais c'est intéressant pour les jeunes de voir que finalement, en phase 2, ils peuvent avoir quelqu'un. Voilà. Et en fait, juste une petite... je me rappelle quand j'étais enseignant au collège de Pornic, j'avais une jeune fille qui était en 6e, mais qui était largement au-dessus de tout le monde. Et c'était aussi une enfant placée. Donc, mais je pense que c'était vraiment une chance pour elle de l'être, par rapport à ce qu'elle pouvait me dire. Et quand je vous dis largement au-dessus du lot, c'est-à-dire que le potentiel cognitif faisait que cette jeune fille-là, et ensuite j'ai regardé justement sur LinkedIn, je vois un petit peu ce que deviennent mes ex-élèves, ces gens-là avancent. Et donc là, juste pour finir, Boris Cyrulnik l'explique, hein, il y a un tiers des gens de haut niveau, des chefs d'entreprise de haut niveau, des sportifs de haut niveau, des gens qui amènent de la valeur ajoutée, qui sont des gens qui ont été résilients. Voilà. Vous aviez peut-être une... On en reparlera. Attention, c'est bon, tout ça pour que ça chauffe. Hein? Ah pardon, excuse-moi. Hop là. Hop. Alors, Jacques Martin, il avait ses fiches. Hein. Attention. Ah bah, il était juste devant moi, en plus. Voilà. C'est bon? Ah, il faut que je vienne ici. Donc ça veut dire, mais le public. Ah, il est dans notre dos, mais c'est impressionnant. Alors, c'est parti. Alors, on y va. C'est parti, c'est bon? Un petit peu, ok. Sabine Reynard, Oui. vous êtes révélatrice de marque et d'être. Alors, expliquez-nous tout. Alors, ce sont des noms de missions que je me suis attribués, auto-attribués. La révélation, pourquoi? Parce que j'ai cette capacité à capter chez l'autre
alors qu'il soit particulier ou entrepreneur, sa raison d'être, ses valeurs, son identité, tout ce qui l'anime de manière très profonde, que parfois il tente de cacher, mais que moi je vois. Et j'ai la capacité de le révéler, de le traduire donc dans l'univers de la marque et du branding pour les chefs d'entreprise, c'est-à-dire avec des mots, des visuels, des vibrations sur un ensemble d'outils de communication. Et pour les particuliers qui sont donc à l'état d'être, je les révèle dans leur connexion, dans leur sensibilité et également dans la reconnexion à leurs ressources intérieures. Donc vous allez chercher cette connexion où en fait? Comment ça se passe? Je ne sais pas dire, je suis guidée à percevoir, donc j'ai cette capacité de perception de l'autre et quand je me connecte à lui, si son cœur est ouvert et si je peux atteindre son énergie, je capte un certain nombre d'informations que je peux traduire et utiliser comme une matière première pour le révéler et pour qu'il puisse s'exprimer et communiquer. Donc vous proposez d'être la messagère de notre essence profonde. Comment ça se traduit? Donc on prend rendez-vous avec vous. Comment ça se passe les différentes étapes? Alors là, j'imagine que tout de suite maintenant, vous vous dites c'est un peu perché, c'est complètement barré, mais pas du tout, parce que je suis extrêmement pragmatique. Et donc effectivement, il y a cette sensibilité, cette perception, cet invisible avec lequel je travaille et cette intuition. Mais tout ça, c'est vraiment rassemblé dans un processus qui est très normé, charté, avec une méthodologie, une approche que j'ai d'ailleurs appelée la révélation de marque pour les marques. Et donc c'est très simple, on prend rendez-vous et déjà les gens qui arrivent chez moi viennent chez moi en général de manière spontanée et naturelle, mais il n'y a jamais de hasard. Et dès la première connexion téléphonique, on est déjà en train de travailler et ensuite voilà, la révélation se fait sur plusieurs jours ou semaines et se traduit de manière très tangible à travers des textes, à travers une structure par exemple de site internet et un contenu de site internet, à travers des couleurs, une gamme de couleurs, un logo, une identité visuelle, à travers tout ce qui peut aider le chef d'entreprise à communiquer sur l'essentiel de sa mission, l'essentiel de ses valeurs, l'essentiel de son identité. Et c'est ça aussi qui va faire qu'il va pouvoir se démarquer puisqu'on est tous singuliers et c'est cette unicité que moi je tends à révéler. Donc vous faites en sorte d'utiliser les mots justes pour les personnes qui s'adressent à vous. Et on pourrait peut-être inverser. Lesquels peuvent vous définir les mots justes, justement, si on inversait? Créative, évidemment, intuitive, hypersensible et joyeuse. Et joyeuse. Et donc justement, pour mieux vous connaître, vous avez déjà 3 livres à votre actif. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi retournent ces 3 ouvrages? Oui, alors ce sont des livres de développement personnel et spirituel que j'ai écrits un peu comme ça du jour au lendemain. C'est un peu tombé du ciel. Ouais, canalisation. Voilà. J'ai écrit jour et nuit pendant 8 mois 4 livres et j'ai eu la chance d'être éditée aux éditions Marie-Claire. Donc dans ces livres, c'est un partage d'expériences. Ils ont une forme atypique parce que moi, j'avais jamais écrit de livre et j'avais pas prévu d'en écrire non plus. Donc c'est une forme qui est complètement hybride entre le journal intime, le roman et le recueil de poésie parce qu'au moment où je canalisais les mots, les phrases, il y avait aussi des sortes de billets d'humeur, de poèmes qui arrivaient. Et donc j'ai mixé tout ça pour créer un liant, une enveloppe qui puisse accueillir des personnes qui sont touchés dans l'émotion, qui vivent des expériences heureuses ou malheureuses, qui sont sur un chemin d'éveil, de conscience et qui ont envie surtout de se connecter à elles-mêmes. Et en fait, ce fameux recueil de poèmes dont vous parlez avec les 80 billets d'humeur, c'est le 4e livre dont vous vouliez me parler, alors, c'est ça? J'en ai écrit 5. J'ai écrit 5 livres, il y en a 3 qui ont été édités et puis j'ai créé un recueil de poésie, effectivement. Et donc, ma question est le prochain. Alors, quelle sera la thématique? J'en ai aucune idée. Je sais qu'il va y en avoir un autre, mais je ne sais pas quand et je ne sais absolument pas ce qu'il y aura dedans. Alors j'ai peut-être une idée pour vous. Génial. Parce qu'en fait, j'imagine qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont pu bénéficier de votre prestation. Ouais. Peut-être que ces gens-là auraient peut-être envie de témoigner de comment l'alchimie a joué et comment finalement, de quelque chose qui pourrait être un peu spirituel ou perché, est devenu palpable et concret. Ça peut être une idée. Et bien justement, est-ce que vous pouvez nous évoquer, sans forcément citer de nom,
comment ça s'est vraiment transformé pour un de vos patients, de D'accord. clients ou... Oui, je Voilà. les appelle plutôt des clients parce Voilà. que moi j'ai un aspect très business malgré Voilà. tout. Alors dernièrement, j'ai accompagné une personne qui avait un site internet qui fonctionnait très bien. Elle était hyper bien référencée, techniquement c'était nickel, vraiment c'était parfait. Les textes avaient été écrits par une copywriter professionnelle, tout était parfait. Mais énormément de monde venait visiter son site, mais elle ne transformait pas en client. Et elle est arrivée chez moi en me disant, voilà, ça ne transforme pas, pourtant j'ai tout fait, tout est nickel, sur le papier c'est nickel. Et moi j'ai tout de suite perçu qu'elle se cachait, qu'il y avait une problématique de légitimité, une problématique de visibilité, une problématique d'assumer réellement, d'incarner son business. Et bon, pour moi, c'était assez évident parce que je lis les communications existantes et je vois tout de suite où on va aller dénouer les nœuds. Et donc, par exemple, ces photos étaient presque comme des photos de manque-image. Ces portraits étaient comme un peu fumés. Elle était sous un filtre. Sous un filtre blanc, par exemple, elle se cachait. Et puis, il n'y avait pas d'âme, en fait, dans ces outils de communication. On ne ressentait pas la présence, l'émotion, on ne ressentait pas d'âme qui vive. Donc, voilà, avec cet accompagnement, on a à la fois pu dépasser cette envie de rester en retrait. Voilà, j'aurai un bon client pour vous, parce que je pense qu'il va pouvoir avoir des clés avec vous. Génial. Ça va être intéressant. Vous voyez, on a eu un signe. Oui, on a eu un signe. tout à fait. C'est qu'il voilà. Il faut être attentif parce que ça peut être très très positif. Merci beaucoup, Merci. c'était infiniment intéressant. Merci. Et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On ne rigole pas. Hein. Sors ton agenda, là, il y a direct. Mais non, c'est les soucis techniques aussi. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas par rapport à... Ah, pas du tout. C'est quoi? Ah oui, c'est quoi? Ah, c'était... Alors, monsieur Thibaut Caillé. Ah non, mais c'est vrai en plus. C'était pas la bécane, Je non? vous propose Non, d'appeler monsieur Thibaut Caillé. Est-il là, monsieur Comment ça se fait que ça s'est ouvert là-bas, du coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est dit quand? Les piles de Philippe. C'était les Eh piles. ben, je confirme. Ce sont bien les piles. Ouais, ça m'a déchiré l'oreille. Au moment où tu disais, dès que t'as dit mec qui se cache derrière. Posé celui-là. C'est à moi. C'est pas très Covid ce que tu viens de faire là. C'est radio crochet en fait, c'est télécrochet. Ok. Alors. Donc c'est la minute Mais on peut le cinéma, mettre là plus bas. Non? On peut le mettre plus bas, voir. Alors. On peut le mettre là. Alors, ça On peut pas le mettre plus bas. Merci. C'est le même ou c'est un autre? Non, c'est un autre. On peut le mettre plus bas, non? Parfait, super. S'il est là, ça ira. Alors, on va parler d'énergie. On va faire place à l'énergie. C'est bien ça? Ok, on va parler de la place des énergies. Place à l'énergie, peut-être. En fait, il y a plein de slogans possibles. Place à l'énergie, faites place. Oui, on s'est connus dans un autre environnement, place des réseaux. C'est un mot qui sonne bien aussi. Et ça concerne aussi bien les professionnels que les particuliers. Ouais. Tout le monde est concerné, en fait. Tout le monde a un compteur d'électricité. On va en parler tout de suite après ma présentation. Non. Ah. 2 secondes, ouais. 2 secondes, c'est ça? 2, ça veut dire 2 secondes, 2 minutes? 2 heures? 2 secondes. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui à l'imprimerie Goubeau, à la Chapelle-sur-Erdre, et l'émission est réalisée sur le thème des valeurs et culture d'entreprise. Quel levier de performance pour votre entreprise, justement? Et bien pour en parler, ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Caillé. Bonjour Thibaut. Bonjour Philippe. Donc tu es le responsable de Place des Énergies à Nantes, c'est bien ça? Tout à fait, oui, dans le département 44 et dans la Bretagne. D'accord. Place des Énergies, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça fait concrètement? En fait, ça parlera à tout le monde hein, qui connaît l'augmentation du coût de l'énergie, qu'on soit un particulier ou un professionnel. On va adresser aussi bien un commerçant, un boulanger, un restaurateur, un hôtelier, un imprimeur, que des hôtels ou des industriels qu'on appelle des électro-intensifs pour négocier
à leur place pour qu'ils se concentrent pendant qu'on fait notre travail sur leur propre métier. Ça prend beaucoup de temps de comparer tous les fournisseurs. C'est très différent des comparatifs que les particuliers peuvent connaître sur Internet. Nous, on fait des cotations individuelles selon le profil du client qui va intéresser tel ou tel fournisseur. On fait un budget qui inclut l'abonnement, la consommation et les taxes sur ce que le client paye aujourd'hui. En 2020, il est courant qu'il paye 4, 5 fois moins, ou il payait 4 ou 5 fois moins qu'aujourd'hui, jusqu'à 7 selon que ce soit le gaz ou l'électricité. C'est considérable. Et donc nous, notre travail, c'est de mettre en concurrence les fournisseurs. Notre meilleur client, c'est encore celui à qui on dit « Philippe, tu as signé un contrat en 2019, 2020, tu es avec le meilleur fournisseur ». Mais on reste en contact, on veille le marché, et comme au premier confinement, on va pouvoir faire bénéficier nos clients de baisse, parce que quand il y a un ralentissement de la production industrielle, qui est soit réel, soit perçu par les marchés, et bien à ce moment-là, c'est l'occasion de rentrer sur le marché, de réserver de l'énergie pour les années 36 ou 48 mois suivants. Concrètement, aujourd'hui, il y a combien de fournisseurs d'énergie en France ? Il y en a une cinquantaine. Nous, on est partenaire avec une vingtaine de fournisseurs. Il y en a plusieurs qui ont mis la clé sous la porte. Ça fait les gros titres des journaux. Alors nous, on ne travaillait pas avec ceux-là. Ils ont en fait vendu de l'énergie qu'ils n'avaient pas. Et j'ai un client qui est une agence immobilière pour lequel on a signé un contrat hier, qui me disait « J'ai vu un article, monsieur Caillé, il y a eu une arnaque, il y a eu plus de consommation ». En fait, il n'y a pas d'arnaque, c'est juste que quand on signe un contrat avec des prix particuliers, qu'on est un particulier précisément, des prix qui sont garantis, on sait qu'ils peuvent changer tous les mois. Donc nous, on essaie de stabiliser une nouvelle fois les clients sur des durées qui sont plus longues que celles-là. Mais effectivement, 12 mois, 24 mois, c'est ça ? À minima, oui. Aujourd'hui, si on achète pour 2023, on est autour de 205 € le mégawattheure d'électricité. Donc ça fait à peu près 20 centimes sur ta facture, 200 € le mégawattheure. Si on achète pour 2025, on est autour de 102. Donc on divise le prix par 2. Donc si on fait un prix lissé sur 23, 24, 25, pour des contrats à échéance au 31-12-2022, on les souscrit dès maintenant, on laisse le contrat aller jusqu'à son terme, on ne résilie jamais de contrat en fait. Nous, notre but, ce n'est pas de vendre des contrats, encore une fois. Quand les clients sont bien servis, qu'ils ont un bon contrat, on le laisse aller, mais on anticipe, parce qu'on sait, les acheteurs le savent, nous on est acheteurs externalisés, que lorsqu'on anticipe, on est plus fort, on va se couvrir, comme on le dit sur les marchés, en avance, et on va acheter son énergie par avance. D'accord. Comment savoir si moi, je suis bien couvert ? Donc, je peux venir te faire appel et puis tu vas faire une estimation, une analyse de mes besoins, de ce que je paye et me dire « bah non, finalement, tu es très bien comme ça, pas besoin de changer » ou « ah, voilà ce que je peux te proposer. Voilà Exactement. Voilà. Alors, notre métier de base, effectivement, notre matière première, c'est ta facture. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la facture et le contrat. J'ai un bureau d'études en interne de 35 personnes. On est le premier acheteur en volume et même historiquement en France depuis 2013. On a un siège qui est à Valenciennes. Et moi, je suis fondateur de la partie Loire-Atlantique depuis 2020. On est adhérent et fondateur également du syndicat national des courtiers en énergie, parce qu'on est dans un métier où il y a, notamment chez les particuliers, un démarchage qui peut être perçu comme pas très déontologique, en tout cas qu'on ne partage pas pour certains fournisseurs étrangers. Donc voilà, nous on adhère à cette déontologie. On n'agit que sur mandat de notre client. Même si on a accès à un certain nombre d'informations, voilà, on va attendre que notre client nous mandate, nous autorise à le faire pour aller vérifier ses consommations. Mais on fait également du pilotage pour des industriels qui ont plusieurs sites. On va bénéficier ou faire bénéficier à nos clients électro-intensifs de ce qu'on appelle l'effacement, c'est-à-dire pendant les heures de pointe, comme on l'a vu lundi matin, les forts appels d'énergie. On a une production 63 gigawatts. Et on anticipait une consommation de 75. Donc on allait devoir remettre en service des centrales à charbon, on allait devoir importer. Donc on a préféré peut-être décaler. Alors pour les particuliers, la communication dans les médias, c'était de décaler l'heure à laquelle on mettait sa machine, d'anticiper, de faire plus tard. Et pour les industriels, on a des enseignes de distribution d'ailleurs qui ont éteint leurs écrans dans le rayon hi-fi vidéo, et puis qui ont baissé l'intensité lumineuse. On peut, je le fais moi-même au bureau avec mes collaborateurs, je dis là personne n'est dans la pièce, on va éteindre. Tout le monde peut gagner un tout petit peu. Il y a encore un kilowattheure qui coûte pas très cher, c'est celui qu'on n'utilise pas. Donc voilà, on va avec des sondes dans le pilotage multisite, au-delà de l'achat, c'est une solution qui s'appelle Cockpit. On va
peut-être mettre en évidence le fait que dans tel atelier B14 ou B17, on a un compteur, on a de l'électricité qui tourne, alors que le week-end, il n'y a pas de consommation. Ça ne devrait pas être le cas. Et puis, on met également en concurrence, mais de façon assez spectaculaire, les fournisseurs sous la forme, un peu comme dans les arts martiaux, ça s'appelle Dojo Énergie. Ah, oui. Et on les invite tous sur le tapis, là, sur le dojo. Et en fait, ils font en direct dans une plateforme que l'on monte pour eux, pour nos clients. Ils vont faire des enchères, évidemment, décroissantes, et le client va choisir ensuite le meilleur fournisseur. Donc on a vraiment plusieurs solutions autour de l'énergie, mais notre métier de base, c'est l'achat. C'est l'achat externalisé. D'accord. Alors maintenant, si je suis convaincu, par ce que tu viens de me dire, j'ai envie de faire une analyse de mes factures, de mes consommations, donc je vais te retrouver où sur Internet? Placedesenergies.com. D'accord. On le voit d'ailleurs, c'est en train de s'afficher, juste devant toi. Très bien, okay. Je le vois. Très bien, très bien. Et puis voilà, on prend un petit coup de fil, un coup de mail, on prend rendez-vous avec toi et puis on est libéré de cette tâche. Nantes@placedesenergies.com. Okay. Nantes@placedesenergies.com. Parfait. Thibaut Caillé, le libérateur peut-être. Oula, c'est tout un programme. Alors c'est toi qui le dis, Philippe. Oui, c'est vrai, c'est moi qui le dis. Merci beaucoup. Thibaut, merci à toi. Merci à toi. Et maintenant, nous allons passer aux 5 minutes charme avec Stéphanie. Oui, si, c'est bien toi. Alors, on va juste patienter en même temps. Si, on va patienter parce que tu as une caméra qui doit recharger. Ça va revenir là ? Combien de temps il faut ? Une minute ou deux. Donc, tu vas avoir le temps, parce que le temps que ça chauffe un petit peu. Mais reste avec moi, Bah oui. En fait, ton gobelet. Faut pas que je me trompe. Ou c'est bien le tien ? C'est le tien, je crois. Sinon, je vais le finir aussi. Voilà. Tu m'as ramené, je n'ai même pas osé les. Ah oui, mais non, j'y avais pas touché, il est arrivé comme ça, tac, tac. Donc c'était intéressant, extrêmement, merci. Extrêmement intéressante cette interview, parce qu'on ne s'en rend pas trop compte. Alors juste avant que nous on démarre la nôtre, parce que nous on est un petit litige, parce que j'ai confié mes questions à l'avance, je lui ai passé ma fiche et il m'a dit oh bah ça c'est pas terrible. Malheur. Donc il va falloir que je me fasse comme toi en fait, je vais faire comme toi, je vais faire au feeling, sans ces notes, etc. Mais avant que ça démarre, je voudrais là t'es bien accompagné avec Stéphanie, ça va être facile. Ça va être bien. Mais je voudrais reparler de l'énergie, parce que j'ai écouté une émission de radio très intéressante qui parlait justement des enjeux par rapport au conflit en Ukraine. Et effectivement, vous le savez tous, par rapport au fait que la Russie, elle, est archi autonome en énergie et qu'effectivement, il y a un certain nombre d'achats qui sont faits à l'avance. Et effectivement, là, c'était très, très intéressant de comprendre que et les banques en particulier financent des achats en volume de pétrole qui seront consommés peut-être que dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Et qu'effectivement, cette situation-là mettait en fait en chaîne des conséquences qu'on n'imagine même pas pour les entreprises en France, en Europe ou même dans le monde entier. Et je pense que c'est quand même intéressant, les services. On n'imagine pas la logique d'achat, on n'imagine pas aussi l'implication. C'est intéressant, tout ce que vous avez dit est extrêmement intéressant et nous incite vraiment à venir vous voir. Même le simple particulier, on peut quand même vous solliciter. On le fait pour la partie résidentielle de nos clients chefs d'entreprise. On a des particuliers qui nous appellent. C'est pas notre cible, mais on le fait pour nos clients. Des particuliers qui auraient un certain nombre. On est bon au niveau des caméras, Pascal. Ça y est, les caméras, c'est bon. Allez, on va pouvoir commencer. Voilà. Donc, on parlait d'énergie, et donc là, justement, alors ça tombe bien, Stéphanie Montassier, donc une personne qui a vraiment de l'énergie, et ça va se voir dans cette interview. Une fois que Philippe, bien sûr, nous permettra. Hop là, il me fait peur. Donc, l'intitulé de votre entreprise, j'ai peur de le dire incorrectement, ça s'appelle Buy My Call. Et en quoi ça consiste ? Ça consiste en fait au développement de votre société, notamment par de la campagne de prospection, initialement et principalement par téléphone. Mais pour pouvoir téléphoner, au préalable, il faut bien sûr définir votre cible, définir quel outil va vous permettre d'acquérir les différents contacts, bien sûr dans le respect de la réglementation RGPD. Et l'objectif final, bien sûr, c'est de pouvoir obtenir des clients pour mes clients. Voilà. Et effectivement, alors, ça veut dire qu'un certain nombre de chefs d'entreprise
par rapport à leur structure, finalement, ils n'ont pas les ressources en interne et ils font appel à vous. Absolument. Alors comment ça se passe en fait? Alors, comment ça se passe? Alors, plusieurs solutions. La première, déjà, c'est d'échanger, puisque chaque entrepreneur a un business qui lui est propre. Et je crois que parmi, en tout cas, les choses qui me sont importantes et qui transparaissent auprès de mes clients, c'est le fait de pouvoir justement partager une ambition commune. Mon ambition pour mon client, c'est de lui apporter une relation client, des rendez-vous planifiés sur son agenda et qu'il puisse se décharger mentalement de cette partie-là. Pour le faire correctement, pour être sa voix finalement, puisque lorsque je vais lancer des campagnes d'acquisition et ensuite être la voix au téléphone, cela nécessite que je comprenne son business, que je puisse connaître la concurrence, les acteurs, la proposition de valeur, pour pouvoir également la communiquer lors des 30 premières secondes de l'appel. Vous détestez tous, je crois, les appels du CPF. Je n'ai pas du tout cette vocation. Mon objectif, c'est vraiment d'être là et de défendre vos valeurs, votre projet, votre offre, et même votre façon d'être. Si j'ai un client qui est très dynamique, très enthousiaste, il faut que pendant tous mes appels, ça puisse être transcrit. Lorsque j'appelle pour des clients plus, on va dire, classiques, ou en tout cas des domaines d'activité qui sont plus standardisés, à ce moment-là, mon discours doit être également beaucoup plus standardisé. Donc voilà, ça demande une certaine adaptabilité. Et ce qui m'anime, c'est vraiment de découvrir à chaque fois chacun des business. Alors même si, bien sûr, mon secteur de prédilection, ça reste le BTP, puisque moi, je viens de 15 ans dans le monde du BTP. Mais je suis toujours extrêmement animée par la découverte des business de chacun des chefs d'entreprise. Alors justement, en fait, c'était une des questions. Où est-ce que vous avez appris votre art? C'est pas évident de prendre le téléphone, d'oser faire. Vous avez appris ça comment? Alors, j'ai appris ça tout simplement parce que je détestais moi-même, au début, la prospection par téléphone. C'était une vraie douleur. Et j'ai eu une expérience personnelle où vraiment j'ai été en difficulté et je me suis dit, mais c'est incroyable en fait que ce soit si difficile à faire. Et donc, c'est passé, j'ai continué ma vie professionnelle de collaboratrice dans d'autres entreprises. Et j'ai découvert que j'avais une appétence pour le commerce. Et le confinement est arrivé. Et j'ai eu envie, en fait, de pouvoir réaliser une activité que je puisse faire depuis mon domicile et qui puisse résoudre un problème auprès de mon entourage. Et finalement, mon premier bêta-testeur, ça a été mon conjoint qui a créé sa boîte 1 an avant. Et du coup, voilà, je lui ai fait tester des choses, notamment sur LinkedIn, et puis sur de l'appel sortant, où j'ai commencé à prendre des rendez-vous pour lui. Et je me suis dit, mais en fait, j'adore ça. J'adore ça. Et ensuite, je me suis formée, beaucoup avec des formations en ligne, de manière justement à optimiser mes compétences, à comprendre comment élaborer des scripts de prise de connexion. Et puis ensuite, j'ai envie de dire, la meilleure façon d'apprendre, c'est de le faire. Vraiment, dans ce métier, si vous ne vous levez pas le matin et que vous ne prenez pas votre téléphone et que vous ne faites pas les appels, il ne se passera rien. Donc voilà. Et en fait, vous répondez en anticipant à mes questions, vos secrets. Là, vous nous en avez livré 1 ou 2. Est-ce qu'on pourra en avoir un 3e, un secret? Je crois que le secret dans ce métier-là, c'est déjà de vouloir se connecter aux autres. Vraiment, et de vouloir offrir un service à des personnes qui, globalement, si vous les avez bien ciblées, elles ont besoin de votre service. Donc vous allez en fait les aider à résoudre un problème qu'elles ont dans leur quotidien. Et ça, c'est vraiment un premier élément, c'est de bien comprendre quelle valeur j'apporte à mes prospects. Donc le premier tip, c'est déjà d'être au clair sur finalement quelle est votre offre. Le deuxième tips, ce serait du coup de bien qualifier vos fichiers. Donc il peut y avoir plusieurs étapes. Il peut y avoir justement une étape d'élaboration de fichiers, de prise de contact, ensuite une étape de qualification de fichiers, et ensuite une 3e étape qui est la prise de rendez-vous et seulement par la suite la vente. Pourquoi je crois aussi en ce modèle-là, qui est un peu plus long que juste un appel sortant ou quand vous recevez un appel de Free ou de Bouygues. J'adore la téléphonie, hein, vraiment, j'ai pas de problème, mais
eux, leur objectif, c'est de vous faire changer d'opérateur de téléphonie dans l'appel passé. C'est pas du tout leur objectif de prendre un rendez-vous, de vous expliquer leur offre, etc. Je crois aujourd'hui, en tout cas c'est ma façon, ça fait partie vraiment de mes valeurs intrinsèques, que pour qu'un client soit accompagné dans sa démarche d'achat, il faut prendre le temps de l'écouter et de comprendre comment ensuite présenter votre offre de manière à répondre à son besoin pour qu'il se sente écouté et qu'il n'ait pas l'impression d'être poussé à l'achat, mais qu'il ait bien envie d'acheter. Aujourd'hui, on achète un iPhone parce que c'est iPhone. C'est Apple. On l'achète, peu importe les monts et merveilles qu'on nous promenait avec la marque. Le téléphone, quand il tombe par terre, il se cassera de la même manière. Donc par rapport aux commentaires de vos clients, vos commentaires parlent d'expertise, de professionnalisme, ce sont vos valeurs. Certains de vos clients disent même que ça va jusqu'au coaching, ils se sentent coachés, ils se sentent encadrés. Alors, qu'est-ce qui génère ça auprès de vos clients? Je crois que j'aime mes clients, tout simplement. Mais au-delà de ça, là, par exemple, j'accompagne actuellement une jeune entrepreneuse qui n'est pas du tout dans mon domaine d'activité, mais elle m'a appelée, elle m'a dit, écoutez Stéphanie, j'ai pris rendez-vous, vraiment, je ne sais pas comment faire. Alors je lui ai dit, ok, on ne sait pas comment faire. Mais je dis, écoutez, déjà, expliquez-moi ce que vous offrez. C'est quoi votre histoire? Et en fait, elle m'a embarquée elle-même dans son projet et je lui ai dit, ok, écoutez, on prend un second rendez-vous. Et là, on va identifier comment on va déterminer où sont vos cibles, comment on va construire le fichier. Et donc, je lui ai montré en une petite heure comment établir son propre fichier. Parce que comme c'est une jeune entrepreneuse, j'ai conscience que son budget est limité et qu'il est préférable en fait qu'elle mette son argent sur des tâches où elle ne peut vraiment pas les réaliser par elle-même. Et donc ensuite, je vais m'occuper de la partie phoning, puisque vraiment là pour elle, c'est une grosse douleur. Mais elle m'a remerciée, elle m'a dit, mais Stéphanie, merci parce que grâce à vous, j'ai pu structurer la démarche et j'ai pu aussi rendre le sujet beaucoup plus accessible. Je me sens guidée. Et vraiment, en fait, quand j'ai raccroché mon téléphone, elle m'a dit, ah, mais envoyez-moi votre RIB, etc. Je dis, attendez, avant ça, on va faire les choses dans l'ordre, etc. Mais vraiment, j'ai senti qu'elle était soulagée. Et finalement, parfois, j'ai l'impression d'être comme un soignant dans le domaine du commercial. Et pour moi, c'est une grande satisfaction. Donc, on trouve un point commun avec des choses qu'on a entendues ici et là. Et donc, pour finir, il y a une question qui était un peu gênante. Donc, on va la poser parce qu'elle est vraiment intéressante. C'était la question de comment on mesure un degré de performance dans ce qu'on propose à notre client. Bien sûr. Pour moi, il me semble évident que c'est le chiffre d'affaires généré par vos clients. Donc, cette mesure-là, vous en avez conscience à chaque fois qu'il y a eu un rendez-vous finalement bloqué. Derrière, vous avez le retour de la part de vos clients sur finalement, oui, ça s'est bien passé, j'ai validé. Je demande toujours. Je n'ai pas toujours la réponse. Parce que ça reste le business de mon client. Mais c'est vrai que je suis toujours à l'écoute pour aussi optimiser le rendez-vous. C'est-à-dire que j'ai collaboré aussi avec des personnes pour qui je rappelle en fait auprès de prospects qui se sont inscrits à des événements en ligne, donc des webinaires. Donc là, je positionne des rendez-vous sur les agendas. Et en fait, assez rapidement, on se rend compte que si derrière le commercial, le closer, en tout cas la personne qui va réaliser le rendez-vous n'est pas performante, c'est finalement toute la chaîne de valeur qui va être cassée. Mais ça peut être aussi parce que moi, mes rendez-vous n'ont pas été pris de la bonne manière, avec la bonne cible. Et donc, je suis toujours partie prenante pour revoir aussi ma méthode. Et finalement, pour moi, la prospection, c'est de la co-construction. C'est ce qui va faire aussi la réussite, puisque vos clients, je suis l'une de leurs portes d'entrée. Et il me semble essentiel que cette porte d'entrée corresponde à ce que l'entreprise veut générer comme image. Merci beaucoup. Je voulais finir un petit peu sur l'aspect closing. Ce closing-là, finalement, si ce n'est pas vous qui le faites, je crois que vous proposez une formation, vous proposez un accompagnement pour que finalement le travail aboutisse. Oui, alors je suis formatrice en fait au sein d'un organisme agréé qui s'appelle Closer Evolution. Donc salut les amis.
Je travaille avec eux depuis 2 ans, en fait, au sein de cette société, justement, où j'ai appris toute la démarche de prospection et le closing plus particulièrement. Et en fait, le closing, c'est vraiment un art je dirais, du développement commercial et de rendez-vous commerciaux. Ça devrait être la norme, en fait. Le closing, aujourd'hui, on appelle ça le closing parce que c'est le mot anglophone. Mais en fait, c'est un rendez-vous commercial préparé et 100% tourné vers votre client, vers votre prospect. Les règles, c'est l'écoute active, le fait de challenger votre prospect pour vous assurer qu'il est au bon endroit et que vous allez pouvoir répondre à son besoin. Et la troisième chose, c'est que vous ne devez pas laisser votre prospect partir si votre offre solutionne son problème. Et le faire avec, bien sûr, tact et diplomatie. Mais laisser partir un client qui a un problème que vous savez résoudre, c'est ne pas lui faire un cadeau. Merci beaucoup, 1000 fois. Je pense qu'on a entendu plein de messages. Merci beaucoup, applaudissements. Sympa. Mais on travaille déjà ensemble, bien sûr. C'est la meilleure, Stéphanie, forcément. Ben voilà, c'est ça. Alors maintenant, je vous propose de parler un peu de cinéma. Parce que faire les rendez-vous économiques, eh ben, c'est pas du cinéma, justement. Comment ça se passe? Eh ben, on va se mettre là, on va finir là où on a commencé. Vous le savez, on revient toujours là où on a commencé. Donc les rendez-vous économiques terminent là où tout a commencé. Qu'est-ce qui se passe? Je change? D'accord. Ok. Et on va parler de cinéma. C'est bon? Tout marche bien? Je sais pas. Ah, il faut que je me mette comme ça. Ouais. Ok. Très bien. Alors on va parler de cinéma et vous allez voir comment est-ce qu'on peut faire du lien entre le cinéma et les valeurs et la culture d'entreprise. Eh bien on va l'apprendre tout de suite maintenant presque Alexandre. A priori Tom est ok. Donc Alexandre, tu es cinéaste d'entreprise, c'est bien ça, tu es révélateur de talent avec l'image, tu es encore plein d'autres choses. Aujourd'hui le thème de l'émission c'est les valeurs et culture d'entreprise. Quel levier de performance? Et justement, eh ben, j'ai aucune idée de la question que je vais pouvoir te poser pour faire le lien avec ce qui va suivre. Donc, comment on pourrait faire ça? Quel est le lien justement entre les valeurs, les cultures d'entreprise et Star Wars? Star Wars, alors précision, Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, le film original de 1977. Pourquoi Star Wars? Star Wars, petite histoire de cinéma, savez-vous que Star Wars est le premier film à intégrer un effet spécial par ordinateur? Non. Et ben voilà, c'est pourtant c'est un effet qui est très bien intégré puisque c'est le plan d'attaque de l'étoile noire juste avant la bataille finale. Toute cette prévisualisation en 3D fil de fer, c'est de l'ordinateur et c'est la première fois qu'on en mettait dans un film. Dis donc, et chapeau. autre chose, savais-tu que Star Wars est enseigné en école de cinéma? Mais non, je ne savais pas. Mais qu'est-ce qu'ils font à l'école de cinéma? Ah ben en école de cinéma, ils enseignent le scénario en prenant exemple sur Star Wars. Pourquoi? Explique-nous. Bah oui, il y a une scène toute simple, au tout début du film, quand la tante de Luke Skywalker, donc on va découvrir le personnage de Luke Skywalker. La tante de Luke Skywalker sort. Elle trouve son neveu face à l'immensité du désert avec les 2 lunes de Tatooine, je crois qu'ils sont en train de se coucher, et puis elle appelle et fait « Luke, ton oncle a besoin de toi ». Il se retourne face caméra et il fait « Oui, ma tante, j'arrive ». Alors, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? 1. On sait probablement Luke est orphelin, puisqu'il parle à sa tante et de son oncle. 2. On sait qu'il rêve d'autre chose que de rester à la ferme avec son oncle, puisqu'il regarde l'immensité, l'infini devant lui. 3. On apprend aussi que c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, puisqu'il répond « Oui, ma tante, j'arrive ». Et 4. On apprend qu'il s'appelle Luke, parce qu'avant ça, on ne sait pas comment il s'appelle. Donc un exemple de simplicité qui va apporter beaucoup d'informations en très peu de moments. C'est très cinématographique et ça, c'est vraiment George Lucas qui a amené ceci grâce à une méthode, notamment celle de Joseph Campbell, qui est quelque part un mythologue qui a regardé tous les mythes
du monde entier, on a fait la synthèse et on a récupéré les grandes bases, les grands principes. Et aujourd'hui, pour faire ce levier, pour faire le passage de relais entre le thème du jour et Star Wars, qu'est-ce que Luke a de plus? Parce qu'au final, c'est ça, Luke, il actionne un levier, c'est lui qui réussit à détruire l'étoile noire. Et comment le fait-il? Qu'est-ce qu'il a de plus que nous, lui? Parce qu'en fin de compte, il a la même chose que tous les autres. Il a un X-Wing, il a le plan de bataille, il a traversé de nombreuses épreuves qui ont fait de lui un héros. Il passe du petit fermier à celui de héros, littéralement, et en plus proche de la princesse Leia. Mais il a la force. Alors la force... La force de venir au rendez-vous économique? La force. Il aurait pu effectivement être là. Nous sommes tristes de ne pas accueillir Marc Hamill ce matin. Non, c'est surtout qu'il a la foi en lui et qu'il a su écouter les gens qui l'entouraient. Ben Kenobi, Obi-Wan Kenobi, il a su aussi prendre un petit peu, se dévergonder un petit peu en regardant Ryan Solo. Il a appris la rigueur et il a pris un sens des responsabilités en regardant Leia. Et tout ceci, il l'actionne en se faisant confiance. Le levier principal, je pense, aujourd'hui pour un entrepreneur, c'est déjà de se faire confiance. C'est-à-dire que vous avez en vous la force de faire tout ce qu'il faut. Actionnez ce levier. Luke utilise la force pour tirer son missile et détruire l'étoile noire. Il n'utilise pas les outils de son X-Wing. Faites pareil. Le levier, c'est Alexandre Godard et les reproductions. C'est bien ça. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Merci. C'était donc la Minute Cinéma. Merci. Et donc, on a un petit moment particulier. Est-ce que quelques personnes veulent passer devant la caméra et faire une punch minute? Alors, une punch minute, c'est de partager en 60 secondes un moment sympa qui vous est arrivé. Est-ce que tu as envie, Corinne? La principale. La punch minute, quelque chose de sympa. Si, quelqu'un qui est venu. Noël, toi tu commences à connaître. Pas encore. Alexandre, bon, Alexandre, Stéphanie peut-être. Oui, voilà, ouais, je me pousse, ouais. Pas forcément lié à votre entreprise. Dire voilà que vous êtes, pour montrer que vous êtes quelqu'un de finalement très sympathique. Voilà, c'est. Oui. Voilà. Alors Alexandre, allez, montre-nous comment c'est une punch minute. Face caméra devant le micro. Non, tu voulais pas te mettre là? Je peux me mettre là, oui. Ouais. Allez, vas-y. La punch minute, vas-y. Tu me donnes le go? Allez. Alors, punch minute. Je sors d'une crève monumentale que j'ai eue la semaine dernière et qui s'est finie en début de semaine. Mardi, j'avais un rendez-vous chez un client. J'étais très fatigué. Je suis parti en prenant 2 verres d'eau, un Doliprane, et en me disant mais comment je vais faire pour assurer mon rendez-vous? Et en fait, c'est grâce à mon client que tout s'est très bien passé, puisque quand je suis rentré, il m'a tout de suite mis à l'aise et je me suis senti vraiment comme chez moi. Donc merci à mon client d'avoir eu ce bon sens, de savoir m'accueillir dans son entreprise. Merci. Vous voyez, c'est rapide. Est-ce qu'une autre personne veut venir? Non? 60 secondes? Moins de 60 secondes? Oui. Je m'y colle le temps que quelqu'un d'autre s'y mette. Tu y vas. Julien voulait y aller. Il y en a qui regardent dessus. Attends, j'ai pas encore. On ira tous les deux. Ah, Noël. Merci. Attention. C'est parti. Noël Rennes, sous vos applaudissements. Clap. Merci. Alors, je vous partage une joie en fait. C'est que j'animais un groupe de travail avec 3 entreprises en Afrique et on travaillait sur le projet d'entreprise. Comme par hasard, c'était culture de l'entreprise et les valeurs. Et je vois à côté de ça, émission, les rendez-vous de la production, culture et valeurs. J'ai dit, bon, j'y vais, c'est sûr, obligé. Donc voilà, je suis avec vous et je partage ma joie d'être avec vous et de rencontrer, encore une fois, de très belles personnes. Donc merci. C'est top. Merci beaucoup, Noël. On enchaîne, on ne perd pas de temps. Julien. Oui. Julien décoré sous vos applaudissements. Bravo, Julien. Merci. Je voulais partager mon expérience de mon projet professionnel qui m'a donné une chance incroyable. Ça m'a permis de rencontrer ma femme. Elle était vendeuse de pain dans un magasin bio et depuis, il y a eu la naissance de mon petit Léon. Et ça a été la même chose pour mon associé, il a rencontré sa femme sur les marchés. Et depuis, maintenant, on en est à la 5e naissance dans l'entreprise. Donc voilà. Bravo. Bravo. Merci, Julien. Est-ce qu'une autre personne? Je sais pas, une anecdote avec ton dernier client? Je l'ai raconté tout à l'heure.
Remarque, c'est vrai, ouais. Ouais, mais... Ah, ok, attention. Oula. Catherine. Alors voilà, moi ma punch minute, j'ai envie de parler d'une formation que j'ai animée la semaine dernière avec une modalité que j'affectionne, dont je parlerai la prochaine fois, qui s'appelle le co-développement managérial. Donc c'est un comité de direction qui travaille donc ensemble bien sûr avec des objectifs communs, et à participer à cette formation, c'était aussi mieux se connaître et créer la cohésion de cette équipe. Et c'était déjà à la fin de la deuxième journée, il y en aura 3 à suivre. Ils ont dit, ah ben là, alors je croyais que je te connaissais, un tel. Ben là, j'ai accru la connaissance et j'ai encore plus envie de travailler avec toi. Donc voilà, ça me met en joie. Parfait. Merci Catherine. Est-ce qu'une autre personne veut intervenir? Ouais, je peux rebondir. Allez, faut rebondir. Allez, un petit rebond. Voilà, moi je voulais te remercier, Philippe. J'ai reçu mercredi une petite invitation LinkedIn et j'avais un petit créneau dans l'agenda ce jour, ce matin, et je suis ravi de pouvoir avoir participé à ces rendez-vous économiques. Voilà, merci à vous. Merci à toi. Merci. Sur les remerciements. Allez, bah vas-y. Donc, comme je chambre quand même beaucoup Philippe, donc à un moment donné, il faut bien que je change un petit peu à l'inverse. Essuyage de pompe. On se connaît depuis quelques mois avec Philippe, et effectivement, j'avais pas mesuré l'impact de l'audiovisuel sur nos communications. Moi, je suis professeur de lettres, donc écrire. J'ai écrit plusieurs milliers d'articles de presse, alors vous imaginez bien qu'on est un peu formaté. Sauf que le monde d'aujourd'hui, il est plus dans ça. Au bout de 10 lignes, c'est terminé. Les jeunes, les moins jeunes aussi aujourd'hui, ne lisent plus. Et effectivement, la communication audiovisuelle est vraiment importante. Alors je ne sais pas si parce qu'on a fait quelques vidéos ensemble, je ne sais pas si c'est effectivement ce qui a généré ça. Moi, j'avais un compte Facebook personnel et je l'ai transformé en un compte Facebook professionnel. Donc j'ai invité tous les gens qui me suivaient au titre individuel à cesser de me suivre si le français langue étrangère ne les intéressait pas, si la grammaire, la conjugaison, la culture française ne les intéressait pas. Et effectivement, je les ai invités à quitter mon réseau pour peut-être en accueillir d'autres. Aujourd'hui, j'ai un problème, ils m'ont tous suivi. Mais mon souci, c'est de passer à quelques centaines de personnes à quelques milliers. Et donc, en fait, c'est un peu de ta faute. Tu sais qu'à partir de 5000... on n'a plus le droit d'avoir un certain nombre de gens sur Facebook. Et aujourd'hui, je n'ai plus le temps, je n'ai même plus le temps d'agréger des gens par moi-même. Avant, c'est moi qui allais agréger des gens qui avaient un certain niveau dans le domaine du français langue étrangère. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc merci Philippe, parce qu'effectivement, tu m'as ouvert des portes. Merci. Bien vu. Merci Pascal. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir finalement? Non. Bon. Bon, on va juste avancer, comme on a un petit peu dépassé le temps, on avait parlé de 10 heures, on va juste faire un petit zoom sur les prochaines dates des lieux d'accueil, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, des rendez-vous économiques. Donc le 22 avril, on va se retrouver chez Coetic, c'est en face, en fait, de l'autre côté de la route, et on est sur le thème du bien-être en entreprise, puisque c'est un espace de coworking qui est axé sur le coworking éthique. Donc on va être sur le bien-être en entreprise le 22 avril. Ensuite, on va être dans un groupe scolaire à Nantes, et là, on va s'engager vers le bas carbone. Ça va être le thème de l'émission. Engageons-nous vers le bas carbone. Si vous avez quelque chose à dire ou justement à partager une expérience, c'est là qu'il faut être. Le 6 mai, au groupe scolaire du Coudray, on va être en partenariat avec la ville de Nantes et Novabuild, qui sont Novabuild, une entreprise qui est engagée vers le bas carbone, et puis la ville de Nantes qui veut montrer justement à quel point ils sont engagés sur le bas carbone, puisqu'ils ont construit une partie de cette école dans cet esprit-là. Et la dernière date, c'est le 20 mai, la date que vous attendez tous, puisque les rendez-vous économiques ont 3 ans. 3 ans, c'est encore jeune quand même. On n'est pas encore responsable à 3 ans, Alexandre? Non. Bon. Donc néanmoins, on va faire une émission. On va être au Working Pornic à Pornic. Donc c'est un très grand lieu de coworking, puisque c'est un cube de 1800 mètres carrés. Donc on va habiller cet espace toute la journée, faire une émission toute la journée et vous accueillir pour réaliser des interviews. Alors ça ne veut pas dire que vous devez être là toute la journée, il y aura des créneaux, 8h, 10h, 10h midi, midi 14, 14, 16, de 8h à 16h. On sera présent et vous pourrez venir sur un de ces créneaux pour faire une interview, rencontrer des entrepreneurs ou alors
réserver, pourquoi pas, votre journée pour y être présent toute la journée et rencontrer plein de nouveaux entrepreneurs. Voilà, donc c'est l'occasion de développer votre réseau, d'échanger vos cartes de visite. Et je vous propose, pour ceux qui sont là, de se prendre en photo tous ensemble. On va pousser les caméras, on va pouvoir couper les caméras d'ailleurs maintenant. Et puis on va se prendre en photo.